Ok. Moi, je pense que c'est bon. On est en live. Est-ce que tout le monde m'entend? Voilà. Mhm. Vous m'entendez en deux fois, c'est ça? Alors, je vais essayer de régler. Est-ce que là, c'est mieux? Ah, le stress monte là. Ah bah, c'est bizarre. Voilà. Est-ce que là, Ah, c'est bon? non. Est-ce que maintenant, c'est bon? Non, non. Bon, sinon, ce que je vous propose, hein, c'est je vais relancer direct. Je sais pas pourquoi j'ai son en double. Je comprends pas Écoute, trop ça. en tout cas, je t'entends. Je ne sais pas si moi je suis entendu. Ouais. Gat. Agathe, est-ce que tu nous entends? Ouais. Ok. Ouais, c'est bon. Nathan? Oui, c'est bon. Ok. Je m'excuse si vous m'entendez en double. Je vais essayer de régler les problèmes au fur et à mesure de live. Mais bonsoir à tous. Merci à tous d'être là dans un premier temps. Très content, très excité par cette expérience. Donc avant de lancer le live, on aimerait déjà dans un premier temps remercier les gens qui nous ont aidés à en arriver là. Donc le CESI dans un premier temps, qui nous a aidés à travailler le projet et à faire la communication. Ensuite, le PMI avec le réseau, leur communication et une très grande aide pour l'organisation de la conférence. Et merci à vous quatre. Je vais vous laisser vous présenter un par un. Et après, on pourra lancer les questions. Agathe, je t'en prie. Ça marche, tu veux une description vite fait du parcours, je crois, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Te présenter ce que tu fais dans la vie et ton entreprise. Ok. Du coup, au départ, moi, j'étais sur un parcours assez théorique universitaire, après avoir fait un bac général classique, et j'avais besoin de terrain. Donc, je suis partie en master à l'IAE à Bordeaux, un master où on apprend la discipline de l'entrepreneuriat et du management de projet. Donc, on apprend à faire des projets de groupe ensemble et j'en ai profité pour aller jusqu'au bout en créant mon entreprise pendant ce master. C'était une entreprise d'accessoires haut de gamme venant du pays de l'Inde, donc d'Inde. Et aujourd'hui, je me suis un peu reconvertie où je n'ai plus vraiment cette entreprise à mon compte, mais j'accompagne les entrepreneurs à créer leurs entreprises dans un cabinet comptable spécialisé pour les freelances. Voilà. Super, merci. Je m'entends pas. Je me disais, je m'entendais pas en double. Ok, super, merci. Mais Nathan, du coup, je te laisse te présenter également. Ensuite, moi c'est Nathan, je suis plus un parcours très technique. Du coup, j'ai fait une formation d'ingénieur en saisie en 4 ans après un DUT en informatique. Et moi, j'ai toujours voulu résoudre des problèmes. Un ingénieur, le but de trouver des solutions à des besoins. Et du coup, plusieurs fois, j'ai essayé de lancer des idées autour d'une innovation, autour de la technique. Et en dernière année d'école d'ingénieur, on a lancé avec 4 autres étudiants un projet autour d'un bracelet connecté pour sauver la vie de 2 personnes qui a fait sa vie. Et maintenant, je suis ingénieur en intelligence artificielle dans une boîte qui s'appelle MediaMap et on travaille sur tout ce qui est imagerie pour le BTP. Ok, super, merci Nathan. Dominique, à toi pour Bien. faire une démarche. Merci. Bonjour à tous. Donc, un parcours un petit peu différent dans le sens où je suis là comme expert, je ne suis pas là comme créateur à proprement parler, mais j'ai fait toute ma carrière quasiment, même si le nom en a changé, dans le groupe Thales, avec une double compétence, celle d'être à la fois psychologue social et d'être ingénieur, avec une répartition, en gros, un tiers de mon temps chef de projet dans l'aéronautique militaire, un tiers de mon temps en tant que directeur des contrats dans une BU du groupe. Et puis, les 10 dernières années de mon temps,
je me suis retrouvé comme détaché auprès du rectorat de l'Académie de Bordeaux en tant qu'ingénieur pour l'école pour animer et développer la culture entrepreneuriale et l'innovation dans la relation école-entreprise et territoire. Et ce parcours sur 30 ans, en gros, voilà, me permet d'avoir fait naître un grand intérêt social, humain autour du projet et de voir la création, notamment à travers ces hommes, à travers ces femmes, ces porteurs, plutôt que de la technicité. Bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Donc j'essaierai d'apporter autant que faire se peut cet éclairage humain dans tout ce qui va être dit. Ok, super. Merci Dominique. Donc, du coup, pour la suite, l'orientation un peu de ce webinaire. Bon, je m'excuse encore pour le son en double. Je n'ai pas trouvé comment régler le souci. Je vais continuer à travailler là-dessus. Peut-être si chacun se coupe sur OBS, ça pourra potentiellement régler le problème. On va voir. Sinon, pour la direction de ce webinaire, donc du coup, nous, de notre côté, avec donc notre groupe au CESI, on a voulu orienter ça sur 5 questions qui pour nous sont obligatoires dans l'élaboration du projet de création de son entreprise. Mais évidemment, on vous invite à poser des questions dans le chat. Moi, je lirai le chat sur les questions donc, auxquelles on peut répondre. On apportera des réponses et du coup, on pourra faire vivre le live ensemble en vous répondant si vous avez des questions, même sur vos projets personnels, sur la gestion des projets. On pourra orienter la discussion sur ça. Mais du coup, maintenant, Agathe, je vais te demander de parler un peu plus précisément de ton entreprise. Qu'est-ce qui a fait que déjà tu aies trouvé l'idée et ensuite tu sois passé de l'idée à la concrétisation du projet? Agathe, on t'entend pas. Je sais pas si tu... Non, on t'entend toujours pas. Je pense que tu as coupé ton micro. C'est bon là ou pas? Non plus. Bon, le temps de résoudre le problème, je vais passer la main à Nathan. Du coup, pour ma part, sur le projet, donc c'est un projet qu'on a nommé avec les 5 étudiants, on a nommé ce projet GeoVital. Et le principe de ce projet, c'était de créer un bracelet qui soit connecté pour pouvoir localiser les personnes lors de catastrophes naturelles. Quelque chose d'un projet qui est parti d'une semaine tournée autour de l'innovation apportée dans l'école d'ingénieurs où on était. Et le but de cette semaine, c'était vraiment de monter un projet. Et nous, on a décidé par la suite de le faire continuer et de continuer sur cette idée pour voir si on pouvait l'amener jusqu'à une entreprise pérenne ou au moins un projet d'innovation. Du coup, on est parti sur cette idée-là, un bracelet connecté, assez technologique, avec une technologie de faire les bracelets qui communiquent entre eux pour pouvoir géolocaliser chaque personne, leur état de santé. Et on a vécu cette aventure pendant plus d'1 an. Et pareil, le projet a beaucoup évolué. Au début, c'était donc, ce bracelet-là. Ensuite, c'était un bracelet un peu différent. Il y avait juste la partie maillage. Ensuite, on est reparti sur la partie santé. Puis à la fin, c'était plutôt un bracelet qui était là pour détecter les accidents cardiaques en fonction d'un simple bracelet de sport ou équivalent. Donc ça, c'est l'évolution du projet. Donc sur ce projet, on était 5, donc 5 ingés, tous de la même formation. Ça a été une super aventure là-dessus. C'est beaucoup de travail, mais c'est pas du travail dans le sens où on doit tout le temps produire quelque chose, comme nous, ce qu'on apprend en école d'ingénieur ou dans une école. Là, c'était beaucoup de travail sur une réflexion de comment on peut faire, quels sont les marchés, quelles sont les choses à prévoir, faire
découvrir un environnement où on peut évoluer, se créer un réseau. C'est beaucoup plus de choses plutôt dans un peu plus de gestion où on évolue dans un environnement et c'est cet environnement-là qui fait qu'on peut amener le projet au bout. Tac, ensuite, on a vraiment on a fait plein de choses. Hein. On est parti dans des villes faire des concours pour avancer sur le projet. On a rencontré pas mal d'incubateurs pour pouvoir faire évoluer l'idée. Donc la plupart des incubateurs qu'il y a sur Bordeaux. On est allé chercher le statut étudiant-entrepreneur, tous les 5, pour pouvoir faire 6 mois à temps plein pour remplacer le stage de fin d'études et pour en faire un projet de fin d'études, un projet d'entrepreneuriat de fin d'études. Et ça nous a permis de passer 100% de notre temps disponible là-dessus. Ok, super. Merci Nathan. Logiquement, Agathe, le problème est résolu. Est-ce que là, c'est bon? Oui, parfait. Alléluia. Ok. Donc l'histoire, alors ce premier point, en fait, je l'ai compris bien plus tard. Quand j'étais enfant, j'étais tout le temps en train de trépigner pour partir en Inde, où je suppliais ma mère, en l'occurrence, de partir en Inde, et ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu veux aller faire en Inde? Pourquoi cette obsession pour ce pays? Et j'en avais aucune idée. Donc ma mère a pris ça pour une lubie d'enfant, et probablement qu'à ce moment-là, ça en était une. Puis le temps a passé. Et il s'est trouvé que des années plus tard, lorsque j'étais en master, donc j'avais à peu près 20 ans, j'ai fini par accueillir des Indiens chez moi. Donc c'est une longue histoire, je vais essayer de faire court. Donc j'ai accueilli des Indiens chez moi et là, j'ai eu un vrai coup de cœur pour leur identité culturelle. Typiquement, ces personnes sont entrées chez moi et elles avaient quelque chose de particulier où contrairement à un Français, à un Allemand ou un Espagnol, enfin en tout cas aux Européens, il n'y avait vraiment aucun doute. Ces personnes étaient d'Inde et étaient vêtues d'une certaine façon et voilà, avaient une empreinte culturelle. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à eux, à leur culture qui est très différente de la nôtre, jusqu'à ce que je finisse par me dire au fur et à mesure des échanges qu'il y avait deux choses. La première chose, c'est que j'avais identifié une raison pour laquelle je pouvais entreprendre, à savoir que là-bas, il y avait beaucoup d'ateliers, d'artisans qui faisaient beaucoup de choses mais qui n'en vivaient pas. Et je me suis dit que j'avais envie de participer à ce savoir-faire que je trouvais extraordinaire, les bijoux comme celui que je porte aujourd'hui, plein de choses, plein de vêtements, plein d'art textile. Je me suis dit que j'avais envie de prendre part à ça. Également, il y avait toute une notion de pauvreté. En Inde, les conditions de travail, elles sont pas du tout comme chez nous. Donc c'était intéressant pour moi d'aller là-bas, de regarder ce qui se passe. Donc il y avait vraiment cette motivation de prendre part à cette émergence artisanale et d'essayer à mon échelle de lutter contre, si je reprends mes termes à ce moment-là, de lutter contre les conditions de travail qui étaient affreuses sur place. Donc il y avait ça. Et de l'autre côté, j'ai vu un marché. J'ai vu un marché parce qu'il y avait des produits que nous, on n'avait pas ici. Donc je me suis dit, ok, d'un côté, je peux peut-être avoir un impact sur une cause qui m'a touchée. Et de l'autre, je peux peut-être arriver à en faire une activité lucrative en France. Et donc, j'ai décidé de me lancer pendant le master sur cette aventure où je proposais à des artisans de se labelliser, donc d'avoir recours à des labels, d'être reconnus en tant qu'atelier qui avait des conditions éthiques au travail, éthiques en travers d'environnement aussi sur le traitement des textiles. Donc il a fallu que je m'apprenne, parce que moi j'avais pas de formation ni en mode, ni en environnement, ni en quoi que ce soit. Donc il y avait tout ce travail-là et puis de développer des collections, puisque j'avais pas non plus de compétences en dessin. Donc il a bien fallu que j'apprenne à dessiner ou que je trouve des ressources pour aller du coup essayer de faire vivre leur savoir-faire ici en France, tout en leur donnant les clés là-bas sur place pour pénétrer le marché international, encore une fois, à mon humble échelle. Voilà. Ok, super. Merci Agathe. Bien, je peux peut-être donner là un premier élément d'éclairage sur l'aspect humain de ces deux récits qui nous ont été faits, mais c'est comment peut-on passer d'une idée à l'envie dans un projet. En fait, c'est ça, qu'est-ce qui fait que nous passons dans l'envie. Alors,
Le désir, c'est une envie de satisfaire un manque. Généralement, ce manque, il est issu de notre histoire, notre trajectoire, notre environnement culturel, et il correspond à un modèle de représentation que nous avons de notre place, notre posture dans la société. Donc un manque, et qui pose une difficulté à l'intention consciente. C'est tout le passage, c'est j'ai une idée comment je suis dans l'action. C'est là qu'est toute la difficulté. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Parce que la société pousse à cela, j'ai le désir d'être père, mais je crains de ne pas en être capable. C'est compliqué d'élever. Hein. C'est pas simple, hein, le contexte est difficile, etc. Alors pour chasser cette difficulté, après tout, face à ce désir, je décrète que je ne désire pas d'enfant. Première réaction, je ne désire pas d'enfant, c'est plus simple. Je justifie par le sens ensuite en disant tu as vu dans le monde dans lequel on vit, tu as vu l'incertitude, la théorie de l'effondrement, enfin, toutes ces choses font que voilà, on prend de la distance par rapport à l'envie d'être père. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de cela? Eh ben, c'est que on a là, je pense, quand on connaît les pourcentages, 25% des étudiants veulent créer une boîte et simplement 3% le font. On est peut-être là sur une de ces réalités. Qu'est-ce qui fait que du désir, on ne passe pas à l'envie, c'est-à-dire à cette conscientisation qui mène à l'intention de le faire réellement? C'est la prise de risque qui peut nous effrayer. Et la peur de l'échec. Très clairement, nous sommes dans des sociétés de performance où échouer, c'est quelque chose de compliqué, en regard du regard qu'on peut passer sur nous. Donc là, il y a une solution simple, hein, c'est l'accompagnement sécurisé du désir. Voilà. C'est-à-dire qu'être créateur, c'est accepter et rechercher un accompagnement pour que le désir soit accompagné et qu'il amène à l'intention dans un environnement le plus sécurisé possible. Et là, on a le statut étudiant-entrepreneur, typiquement, qui répond à cela. Le statut étudiant-entrepreneur, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord prendre conscience que dans le circuit éducatif, 35%, c'est ce que relève un certain nombre d'interrogations, 35% des créateurs d'entreprises disent avoir eu leur idée dès le collège. C'est un petit peu ce que nous disait Agathe. Hein. Très tôt, j'ai été animé par une envie, un désir. Voilà, les idées, elles se font assez vite, notamment dans le collège, parce que nous ne sommes pas formatés, comme nous sommes collégiens, donc nous sommes plutôt créatifs, innovants. Donc c'est un milieu très propice à l'envie, le désir, aussi par les modes d'application ou de vocation. Je croise un toubib qui en parle bien, j'ai envie d'être toubib, etc. Donc des choses comme cela. Ensuite, toujours en regardant ce statut étudiant-entrepreneur, et je pense que je m'en arrêterai là, c'est quels avantages y aller. En fait, c'est quand même voir ce que c'est qu'un statut étudiant-entrepreneur. Ça permet de bénéficier d'un double tutorat, ce qui n'est pas rien dans l'accompagnement, hein, c'est-à-dire les enseignants, bien évidemment, qui font leur travail et qui accompagnent, mais aussi les entrepreneurs ou les conseillers d'une structure d'accompagnement à la création d'entreprises qui viennent se greffer dans le dispositif et accompagner l'étudiant qui souhaite créer. Ensuite, il y a donné de la crédibilité au projet, puisque mon projet, quand j'en parlerai à des tiers, à des parties prenantes intéressées, je leur expliquerai effectivement l'univers de sécurisation dans lequel il s'est construit et dans lequel il a été mis en œuvre. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans un cursus diplômant, national, officiel et reconnu. Donc à partir de là, une visibilité, la crédibilité auprès de qui? Auprès des banques, des fournisseurs, des clients potentiels, etc. Donc on y gagne en crédibilité à passer par ce type de statut. C'est aussi avoir un espace de travail dédié. Ce n'est pas rien, hein, avec des accès locaux. Hein, les universités mettent en place des locaux pour les pépites où on peut effectivement se mettre à travailler sans avoir à payer un loyer, parce que c'est intermédiaire, ou à travers des espaces de coworking. Et là, on bénéficie d'une mutualisation de mise en commun d'informations, de conseils, d'expériences avec des jeunes créateurs qui reviennent expliciter un petit peu leur parcours. C'est aussi une opportunité d'aménager sa formation, me semble-t-il, entre études et projets, avec des temps qui vont être aménagés, puisque d'un seul coup, ces deux axes-là constituent le fil rouge du cursus universitaire, au moins d'études supérieures qui se met en place. Et puis, il y a, cerise sur le gâteau, si on le souhaite, le diplôme d'établissement étudiant-entrepreneur, un D2E, qui sanctionne tout cela et qui, en fait, ne correspond pas à un cursus préétabli strict, mais qui vise à reconnaître toutes les compétences qui ont été acquises dans ce cadre. Parce que créer, eh bien, ça rentre dans un modèle 70-20-10, où à 70% je vais apprendre en faisant. Parfait, c'est exactement ce que vend ce type d'encadrement. À 20%, j'apprends des autres. Parfait, c'est exactement ce que vend ce type d'encadrement. Et 10%, je vais puiser 10% dans de l'académique pour effectivement pouvoir apporter le socle de réflexion. Et dernier point, il y a le statut qui se fait post-bac. Hein. Il faut avoir au moins son baccalauréat pour avoir ce statut-là. Il faut avoir moins de 28 ans, c'est des petites contraintes. Alors avant, et aujourd'hui, il y a l'école qui se réinvente, hein, et on est en train de
de travailler à diffuser la culture de l'entreprendre et de l'entrepreneuriat dans un continuum collège, lycée, enseignement supérieur et revitalisation des territoires. Ça me dit que on peut maintenant, collégien, être guidé par des tas de dispositifs et d'acteurs qui viennent greffer et soutenir l'éducation nationale dans cette démarche de la diffusion de culture de l'entreprendre. Et je clôturerai mon propos en regard d'Agathe, par exemple, en disant simplement qu'au final, les deux récits, mais Nathan, c'est vrai aussi, les deux récits montrent l'importance de l'émotion dans le projet, et que s'il n'y a pas d'émotion, il n'y aura pas de logique d'action. Voilà. Donc, on a toujours un coup de cœur pour quelque chose, une envie, quelque chose. Le désir veut bien dire ce qu'il veut dire. Super, merci Dominique. Et, du coup, j'aimerais bien revenir quand tu parlais des difficultés, donc notamment de passer à l'acte de créer l'entreprise. Et je voulais revenir sur, du coup, sur Agathe et Nathan. Vous, est-ce que de votre côté, au moment où vous avez eu l'idée, vous avez rencontré un frein quelconque à mettre en place cette idée, ou ça se fait tout simplement, naturellement, je sais pas, en cherchant sur Internet? Vas-y, Nathan, si tu veux. Pour ma part, l'idée, elle n'a jamais été fixe. C'est-à-dire, on a eu une idée au début, et pendant un an et demi, elle a évolué tous les jours. Tous les jours, il y avait une contrainte ou un échec, et du coup, le but, c'était de trouver de répondre à un besoin, qu'on puisse monétiser, qu'on puisse vivre de ça, mais que ça serve à quelque chose dans la société. Et du coup, c'est toujours trouver cet équilibre, trouver ce besoin-là qui n'est pas encore résolu. Du coup, c'était tous les jours, on devait rechercher, se remettre en question le projet, évoluer dans l'écosystème. C'est pas une idée qui est tombée du ciel comme ça, ou qui est arrivée. Non, c'est vraiment une recherche longue d'un projet pendant un an et demi. Okay. Et même dans l'entreprise où je suis actuellement, c'est une start-up, ça fait 2 ans que j'y suis, et j'y suis depuis le début, et le projet évolue tous les jours. Ça fait 3 ans qu'il évolue tous les jours, le projet. Ok. Vas-y, Agathe. Une plus grosse galère, ou c'est juste les difficultés qu'on rencontre un peu au quotidien? Non, il n'y a pas une plus grosse galère, il y a des... Ok. Non, ça évolue en fait. Au début, c'est plein de petites galères en fait, mais parfois elles vont toutes se situer à peu près au même endroit. Du coup, tu es obligé de changer radicalement une partie du projet, mais rien de méchant. Faut voir ça, c'est comme une suite c'est pas une ligne toute droite en fait. Il faut trouver son chemin dans un grand labyrinthe, et du coup, à chaque fois qu'on est devant un mur, il faut choisir un côté. Et il faut y avancer et faire demi-tour si c'était pas le bon, ou tourner d'un autre côté. C'est pas une ligne droite toute faite, toute prévue dès le début. Hein. C'est qu'une évolution de plein de choses. Ouais, j'ai le même ressenti que toi. Alors, c'est un peu différent dans la mesure où moi, c'était pas une recherche longue. Moi, ça a été un coup de cœur instantané où je me suis dit, ok, il y a de l'émotion, je suis convaincue par un truc, ok, il y a un marché. Et j'ai pris mon sac à dos et je suis partie en Inde, et j'ai dit ok, on va regarder comment ça se passe et est-ce que c'est faisable ou pas. Et j'ai fait. Donc c'est pas du tout le même process au départ en termes de conceptualisation, bien qu'après il a fallu que évidemment je fasse mon business model, comme toute personne qui conceptualise un minima son projet. C'est mignon d'avoir un coup de cœur et d'y aller, mais après faut réfléchir un peu. Et j'ai eu le même sentiment que toi sur ça, où moi j'avais, alors en l'occurrence, pour être plus précise sur les problématiques qui étaient les miennes, c'était, alors premièrement, quelle était ma cible? Ça a été au début le trou noir. Quel était le prix de vente? Puisque quand on vend des bijoux, des sacs à main, des étoiles, il y en a plein les rues, il y en a partout. Donc quel prix de vente? Justifié par rapport à quoi? Pour qui? Quelle utilité? Quel design? Donc déjà, il y avait toutes ces questions produits où je pense que j'ai dû pivoter une dizaine de fois. Facile, avant de me dire bon testons et puis après analysons les retombées marché, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Après il y a eu toutes les questions, donc pareil, liées aux collections. Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je fais des vêtements? Est-ce que j'élargis? Est-ce que je fais une collection été? Est-ce que ça a été une grosse partie où je pense que toutes les activités qui ont
qui sont concernés par des produits. Donc là, je parle du textile, mais ça peut être la même chose si on parle de poterie ou même de services. Concrètement, il n'y a pas que les activités de produits. On peut très bien avoir envie de donner des formations, je dis une grosse bêtise, en géologie et puis bifurquer sur de la topographie. Bon, peu importe, mais voilà, diversifier un petit peu, ça pour moi, ça a été très dur aussi au départ. Mais après, je pense que la plus grande difficulté pour moi, au départ, la première difficulté, ça a été l'import-export. J'y connaissais rien. Comment on faisait pour faire venir des produits d'Inde et puis après de les vendre en France. Ça, c'était le flou. Le flou. Au départ, je me suis dit, bon, bah, je vais les commander et puis ils vont arriver. Mais c'est pas du tout comme commander sur, je dis une bêtise, hein, mais sur Amazon ou sur des sites, peu importe, même bien plus éthiques d'ailleurs aussi qu'Amazon. Enfin, voilà. Donc, il y avait toute cette difficulté-là. Et ce que j'ai trouvé bien là-dedans, c'est que j'ai appris à faire plein de trucs. Et tu l'as bien dit, Nathan, c'est pas une ligne droite, elle fait qu'évoluer. Parce que non seulement on pivote sans cesse, après on fait un test, après on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas. Ok, donc on réajuste, on recommence. Mais les gens aussi, ils évoluent, puis l'écosystème aussi, il évolue. Et c'est un ensemble d'évolutions qui crée toujours de l'idée. Et je pense que la clé là-dessus, c'est, Dominique, tu rebondiras aisément, c'est de ne pas rester figé dans son modèle et d'être flexible, d'être à l'écoute de son entourage. Mine de rien, ça paraît peut-être évident, mais c'est hyper difficile quand on a la tête dans le guidon, d'écouter tout le monde et surtout d'avoir la capacité cérébrale de s'adapter à tout moment. Je vais m'arrêter là. Pour rebondir là-dessus, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et oui, c'est compliqué de prendre du recul sur les choses, sachant qu'il y a des conseils qui sont bons, d'autres qui sont moins bons, d'autres qu'il faut écouter, d'autres pas. Parfois, il y a des conseils qui sont bons, mais c'est pas les mêmes chemins. Du coup, il faut choisir. Il y a un gros travail là-dessus où il faut essayer de prendre du recul, récolter plus d'informations, mais ça prend du temps. Il faut aussi avancer. Il faut trouver l'équilibre entre faire le projet et analyser son propre projet. Hein. C'est pas évident. On apprend plein de choses. Et on y passe beaucoup de temps. Je suis d'accord. Il faut apprendre à trancher. En vous écoutant, là, je me disais, mais quelles difficultés on peut mettre en avant? En final, il y a 20% des difficultés qui font 80% des problèmes de la création, et en général, c'est toujours les mêmes qui reviennent, alors qu'évidemment seront abordés un peu différemment en fonction du périmètre, en fond et forme. Mais à mon sens, la première difficulté de taille, c'est que on est bourré de croyances. Quand on se lance dans la création d'entreprise, on a des croyances. Alors la croyance, laquelle? C'est première croyance, je vais bâtir un projet sur ma passion. Voilà, j'ai une passion, j'ai envie de la partager, je vais en faire du business, c'est formidable. Et sachez que ça, c'est 75% de source d'échec de la plupart des projets. Ma passion n'est pas la passion des autres. Ça, il faut le comprendre. Ce qui passionne mon entourage, mon environnement proche, les autres ne comprennent même pas à quoi ça sert. Ou pire, au mieux, on me prend pour quelqu'un d'intéressant et passionnant, ou au pire, pour un illuminé. Donc, méfions-nous de nos propres passions. Elles n'intéressent au final qu'une communauté assez réduite. Après, il y a les certitudes. Certitude, c'est croire que l'innovation, ça se décrète. Voilà, je vais être innovant. Non, l'innovation, mais on l'a déjà un peu dit, c'est la rencontre avec un marché. C'est-à-dire que c'est au retour d'expérience qu'on saura si c'était innovant ou pas. Autrement, voilà, tout ce qu'on peut dire lorsqu'on lance une idée, elle est originale et je vais la bâtir de façon à ce qu'elle trouve un marché, c'est-à-dire un public, et qu'elle s'inscrive dans la durabilité, qu'elle s'ancre dans le marché. Et là, on pourra parler d'innovation parce qu'une certaine communauté aura accepté de quitter peut-être d'anciennes pratiques pour adopter la mienne, nouvelle. Et c'est ça, l'innovation, c'est-à-dire remplacer dans une communauté une pratique par une autre. Et ça ne se décrète pas, ça ne se décrète pas, on y travaille, évidemment, ça se conduit, c'est l'idée que c'est pas une ligne droite, on propose des chemins, mais on y répond par des trajectoires. Mais ça, on l'a parfaitement dit. La deuxième difficulté qui me paraît intéressant de mettre en avant, c'est la difficulté de mobiliser, de fédérer autour du projet. Le projet, on ne peut pas le faire seul. On a besoin de compétences qu'on n'a pas, on a besoin d'argent, on a besoin aussi d'avoir des gens qui vont nous regonfler, qui vont nous aider. C'est de toute façon les questions que vont se poser les parties prenantes. Voilà, commencer un dialogue avec un banquier ou autre, il est en réserve, lui aussi, il fait de l'analyse de risque en vous écoutant. Il a un plan comptable, gain-perte. Voilà. Donc, il faut savoir parler en éclairant cela. Donc, il y a un certain nombre de critères à cocher, il faut le savoir. Quand vous allez essayer dans la création, dans un cadre de création,
d'être convaincant, vous avez une grille de lecture à 6 coches. Il faut cocher 6 cases. La première case, c'est légitimité. En quoi je suis légitime pour porter mon projet. Donc, c'est là qu'on se raconte, c'est le porteur, il a une histoire, il a quelque chose à dire qui fait que la légitimité est là. Deuxième point qu'il faut cocher, c'est la crédibilité. Ok, je suis légitime, mais est-ce que je suis crédible? Ah oui, je suis crédible parce que j'ai des moyens, parce que voilà. Il faut amener ces facteurs-là, légitimité, crédibilité. Ensuite, c'est, mais quelle assurance que ce que vous me dites, vous allez réellement le faire? Dans la tête de celui qui vous écoute, c'est quels sont ses moyens disponibles? Quelles ressources mobilisables il imagine avoir ou comment imagine-t-il les manipuler? Quatrième point qu'il vous faut cocher, c'est la garantie. Moi, banquier, j'attends des garanties. La garantie, c'est mais qu'est-ce qui me prouve, qu'est-ce qui m'assure que vous allez obtenir le résultat? Vous m'expliquez que vous mettez des mois, tiens, mais est-ce que vous allez obtenir le résultat? Il va falloir éclairer aussi cette partie garantie. Ensuite, le cinquième, et qui n'est pas des moindres, c'est j'ai une capacité à piloter mon projet. Parce que ça, c'est une grande inquiétude si on ne sait pas piloter, etc. Donc là, piloter, qu'est-ce que c'est qu'un projet? En gros, un projet, c'est 3 choses. C'est une forte culture instrumentale. Alors ça, on a toutes les communautés de pratique là-dessus, je pense au PMBOK, mais il y en a d'autres. Hein. Une culture instrumentale très forte, je sais faire un planning, je sais hiérarchiser des tâches, je sais suivre, etc. Je sais mener des réunions, ça c'est le deuxième volet, l'animation d'équipe. Un projet, culture instrumentale, animation d'équipe. Et ça n'est pas suffisant, surtout quand on est créateur d'entreprise et qu'on vise à essayer d'innover autant que faire se peut pour avoir sa place sur le marché, c'est la conduite du changement. Très clairement, aujourd'hui, si vous n'êtes pas en capacité de conduire le changement, ça ne fonctionnera pas. Donc, cette grille de lecture, il faut l'amener dans tous les argumentaires, les présentations que vous allez vous faire. Et si je le résumais, c'est-à-dire que vous devez vous présenter comme un chef de projet. Pas un chef de projet qui va dire « je sais planifier, je sais tenir à mon planning » et à la fin, vous verrez « nous sommes conformes ». Ça ne marche pas. C'est pas ça la créativité. La créativité, c'est justement prendre un chemin, revenir en arrière, repartir, etc. Donc là, j'ai une analogie. Un chef de projet, c'est quelqu'un de myope. Voilà. Il voit sur un court terme des choses nettes, il avance. Derrière, c'est flou. Mais le myope, il sait qu'en avançant, ce qui est flou va devenir net. Et ça, c'est typiquement le comportement de l'intrapreneur dans l'entreprise, comme du créateur d'entreprise. Et puis, dernier point qu'il faut cocher, c'est la capacité à évaluer et à prouver ce que l'on fait. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être simplement dans des discours politiques ou autres. À un moment donné, il faut pouvoir évaluer son propre travail, le mettre en tableau de bord, en indicateur, de raison d'être, d'utilité sociale, peu importe, par rapport au business dans lequel je m'insère, et puis surtout, une capacité forte à communiquer. Parce que si je ne communique pas d'une manière intelligente et surtout attendue, ça ne fonctionnera pas. Et puis la troisième difficulté, je dis que je m'avançais sur 3 difficultés, donc la troisième, je vais vous parler de la règle des 20-80, c'est-à-dire que, comme dans tout ce qui se passe, idem pour le projet, tout se passe bien parce que tout est à faire. Même si on fait des conneries, on ne le voit pas, on ne le mesure pas, il n'y a pas encore de retour, ça ne se croise pas, tout n'est pas distribué, donc il n'y a pas de souci. Ça avance, c'est un petit peu dans un jeu de cartes, c'est le temps où on distribue les cartes, on est en train de distribuer, mine de rien, celui qui va perdre et celui qui va gagner, mais ça, on ne le sait pas, parce qu'on est pris dans l'esprit du jeu, et on a l'impression que tout va bien, on ne se sent pas en danger, alors qu'il y a déjà des gens qui sont gagnants et perdants. En général, c'est ça, la distribution des cartes. Donc cet optimum parettien, il nous dit quoi? Il nous dit qu'à 20% d'avancement de mon projet, 80% de mes financements sont engagés, 80% de mes parties prenantes sont présentes. Si elles ne sont pas encore là, je suis mal, etc., etc. Et je suis quasiment, il y a un avant et un après. Une fois que j'ai basculé cet optimum parettien, je ne peux plus que piloter. Il va être trop tard pour reconsidérer autre chose. Donc ce point-là est extrêmement critique. Hein, projet comme la création d'entreprise. Et ça se traduit économiquement par un terme nouveau que vous connaissez peut-être qui s'appelle la coopétition. Qu'est-ce que ça veut dire? La coopétition, ça veut dire que quand vous allez chercher des partenaires, tout le monde est en veille, en opportunité, tout le monde va adhérer au projet, surtout s'il est censé, ce que je ne doute pas. Donc, il va y avoir des tas de gens. Et arrivé à ce optimum parettien, il y a des gens qui vont commencer à se dire, mais moi-même, je pourrais peut-être réutiliser tout cela ou me l'accaparer pour le déployer autrement, etc. Ça veut dire qu'être créateur, c'est pas être naïf. Les partenaires, parties prenantes, il faut toujours se questionner sur comment les rendre fidèles à mon projet et qu'ils n'aient pas envie eux-mêmes d'engager une certaine mise en coopération au départ qui passe après en compétition. Hein, c'est ça. Coopétition, c'est la contraction. Je suis d'abord coopérant et ensuite je deviens compétiteur au projet dans lequel je me suis inséré. Et ça, c'est un vrai problème. Donc la solution par rapport à cela, pour conclure, il faut outiller la pensée. Tout
ce que j'ai entendu, c'est il faut outiller la pensée. On a parlé du business model, bien évidemment, il faut avoir un business model qui s'appelle Canvas ou qui s'appelle GRP. J'ai plutôt une tendresse vers le GRP parce qu'on fait de la modélisation des valeurs, je suis attaché à cela. Mais derrière, c'est surtout le divergent thinking. Comment penser autrement mon projet? C'est-à-dire, quelle valeur ajoutée, quelle valeur perçue, comment les gens vont percevoir ma valeur ajoutée et pour quel usage, quelle valeur d'usage. Et je pense que derrière ça, je me mets après en mode agile, c'est-à-dire je n'exploite pas une stratégie, mais des émergences de stratégies. Chaque fois que je vais engager quelque chose, une stratégie, une opportunité va apparaître, je la saisis. C'est ce qui nous a été expliqué dans ces 2 récits. C'est-à-dire que mon idée, elle évolue tout le temps, elle est vivante, je prends un chemin, je reviens, je pars ailleurs. Comme un GPS, le GPS, il y va par là. Ah, il y a des travaux, il recalcule, il passe par un autre chemin. On va à Rome, tous les chemins mènent à Rome, le créateur doit trouver son cheminement. Et puis, le contrario, puisqu'on fait de la stratégie émergente, il faut faire donc de la planification adaptative. Ce n'est pas le planning qui guide notre action, c'est notre action qui guide le planning. Le planning nous sert qu'à nous organiser, mais on le reconsidère à tout instant. Et on ne se sent surtout pas prisonnier d'une méthodologie. La méthodologie est au service, mais pas fin en soi. Super, merci. J'ai eu peur qu'on parte vers le trop technique pour l'instant, mais ça va. J'espère que On n'entend pas. C'est pour tout le monde. On t'a perdu en son. Désolé, est-ce que c'est bon là? Non, c'est très faible. Moi, je t'entends, mais c'est faible. Ah, là, c'est mieux. Parfait. Oui, comme je disais, merci Dominique pour ces précisions. Si je pouvais revenir sur un point, ce serait donc lors de tout ce processus, quelle a été votre plus grande satisfaction, votre plus grand plaisir lors de toute la création, toutes les démarches, si plaisir il y a eu, ou pas. Vous allez me dire, ça se trouve c'était douloureux du début à la fin et puis vous en gardez un mauvais souvenir. Mais si vous devez nous raconter un souvenir qui pourrait par exemple motiver les personnes qui hésitent à se lancer, à passer le pas, ce serait quoi? De notre côté, on a réussi à fédérer énormément de gens autour du projet, que ça soit pas forcément des clients, mais des gens qui un vrai réseau autour du projet. Et ça, c'était très satisfaisant de quand ça allait un peu plus mal, d'avoir des retours juste d'encouragement. C'est dans les moments ça va mal, juste un petit c'est super continuer, ça permet de passer les moments un peu plus durs et de pouvoir repartir. Et on avait fait un réseau assez sympathique et c'était très satisfaisant. Toi, Agathe, si tu veux. Oui, pardon, j'ai fait une moue, mais parce qu'il a fallu que je trie. Parce qu'il y a eu tellement d'émotions pendant cette aventure. Après, je dirais que le meilleur souvenir, parce que ce qui me fait dire ça, c'est qui va motiver. En tout cas, moi, ça m'a redonné un souffle. Ça a redonné vie encore plus au projet. C'est quand le premier atelier avec qui j'ai travaillé a été labellisé. Et où du coup, il y a eu une espèce de dynamique dans ce tout petit atelier où on était tous avec des bouts de tissu un peu partout, avec une chaleur étouffante, à se dire bon, moi j'étais là en train de avec mes étoiles de choisir mes couleurs et de me dire mais j'espère que ça a fonctionné. Et je me rappelle très bien, j'étais pas en panique parce que c'est pas le mot. Puis je me disais, purée, là, je suis quand même en Inde, j'espère que ça va aller parce que je regardais ces bijoux et ces étoiles et je me disais, mais ils sont magnifiques, il faut faire quelque chose. Et on a reçu au cours de cette soirée, du coup, une nouvelle comme quoi ça avait fonctionné. Et à ce moment-là, toute la famille de l'artisan avec qui je travaillais est venue en Inde, est venue dans l'atelier. Et il y avait ma mère aussi avec moi de façon complètement incongrue. Ma mère était là aussi parce qu'elle y était pour différentes raisons et on s'est retrouvés à être des partenaires business d'un côté. D'un côté, moi, je les payais aussi pour leur travail et eux avaient aussi, voilà, j'étais leur cliente. Enfin, il y avait cette notion de business où quand ça négociait dur. Mais il y a eu aussi cet abandon de notions de business pour le business et de joie de travailler ensemble pour des raisons qui nous ont réunis au même endroit, en l'occurrence pour moi à l'autre bout du monde, et en me disant, OK, j'ai réussi à labelliser un atelier
Faut pas que ça s'arrête, faut que j'en labellise encore plus, faut que j'en trouve encore plus, faut que je parte encore plus longtemps, que je reprenne un sac à dos plus grand, parce que c'est que le début d'un impact. Alors après, je me suis emballée, parce qu'on s'emballe toujours. Ça aussi, les disproportions des émotions, c'est un vrai sujet, mais où ça a été l'ascenseur émotionnel et où je me suis dit, mais je peux sauver plein de gens, finalement, si je dois grossir le trait. Et j'étais très heureuse de ce moment parce que j'ai vu à quel point il était heureux de ça. Et du coup, moi aussi, j'étais très heureuse de ça. Et pour boucler la boucle, que du coup, ces produits aient beaucoup plu lors de mes ventes du coup en France, où c'était que des modèles uniques et où, en fait, de cette collection-là que j'avais designée avec lui, chaque modèle est parti. Comme si, là, je vais toujours un peu loin, mais comme si il y avait un poids émotionnel aussi dans chaque étole qui avait trouvé sa place et sa vie en France. Et du coup, ça m'a fait très plaisir. Voilà, c'était un des plus beaux moments de mon aventure. Super, merci. Bon, voilà, la sûr, c'est vraiment une aventure humaine. Hein. Nous, enfin, il y a les porteurs de projets qui sont sur le projet et il y a toutes les personnes qui sont autour. Et c'est beaucoup d'interactions entre plein de parties qui sont prenantes ou pas. Et ça fait vraiment la force d'un projet, l'envie de continuer quand ça avance, c'est l'envie de continuer quand c'est plus dur. C'est vraiment tout au long de l'avancement, c'est ça qui est le plus important, je trouve. C'est vraiment une aventure humaine avec plein de personnes autour et c'est génial. J'ai envie de rebondir sur deux choses. J'ai entendu humain, aventure humaine, et j'ai entendu tellement d'émotions. Donc ces deux points-là sont effectivement très dimensionnants, très impactants. Qu'en dire si ce n'est que, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que satisfaire s'oppose au sentiment de frustration. Voilà. Donc on est satisfait dès lors qu'on n'a pas de frustration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sources sont multiples de la satisfaction suivant les profils de chacun. Ce qui me fait plaisir à moi ne le fera pas à l'autre, etc. Mais ce qui est important, c'est que voilà, je n'ai pas de frustration à l'issue de tout cela. En fait, j'ai envie de dire qu'il y a 5 grandes impressions qui vont être sollicitées au fur et à mesure, et d'ailleurs qui peuvent se substituer l'une à l'une pendant le projet. On ne se satisfait pas tout au long du projet de la même façon. On a aussi une évolution de profil, une évolution de contexte, etc. Mais bon, la première satisfaction, elle est d'abord physique, c'est-à-dire que ça peut aller au plaisir de la chair, la bonne bouffe en Inde ou autre, j'en sais rien. Donc, ce plaisir de la découverte des sens, nous avons 5 sens, il faut nous en servir. De l'effort, on aime, voilà, beaucoup de gens aiment s'engager à l'effort. Les marathoniens, ils connaissent bien cette problématique, et c'est au final de passer outre la souffrance. On dit souvent que le travail est aliénant parce qu'il faut souffrir pour travailler. Sous-entendu, je souffre face à un problème qui m'est posé, dont j'ai l'impression qu'il est insoluble, je transpire, et à un moment donné, c'est libératoire, je trouve la solution. Et il y a un énorme plaisir à trouver une solution à quelque chose qui était une souffrance. On est dans la délivrance. La deuxième impression qui peut amener une satisfaction, c'est probablement l'impression culturelle. Plaisir de voir quelque chose de beau. Je reviens à ce beau voyage, Agathe, que tu nous évoquais, dont on imagine des odeurs, des couleurs, un tas de choses extraordinaires. Donc, ce plaisir de voir quelque chose de beau. Et puis, d'avoir, j'espère qu'on va aimer ce que je fais, d'avoir une théorie qui est convaincante dans la réalité. C'est-à-dire que je passe d'une vérité, ça va marcher, à une réalité, ça marche. C'est génial. Donc, voilà. Troisième impression, c'est l'impression peut-être sociale. C'est ce que tu évoquais, Nathan, cette relation à l'humain, à l'autre, c'est le plaisir de la chaleur humaine. On est comme ça, on l'a vu dans le confinement, on s'est tous testés plus ou moins face à ce manque ou à ce surplus de chaleur humaine. On a besoin d'être dans la séduction, il vaut mieux être séducteur quand on se lance créateur, ça fait partie du règle du jeu, une forme de séduction à la relation, ça va de soi. Et puis à la reconnaissance, la notoriété, nous sommes sensibles à tout ça, c'est quelque chose d'important. Et autre impression, la pression psychologique, c'est quelque chose aussi qui compte dans le moteur opérant qui nous amène à faire de la création et à nous y éclater. Et quelque part, c'est le plaisir de se sentir plein de puissance. Je crée quelque chose, j'emmène des gens avec moi, je suis fédérateur. Alors en management, on appelle ça le leadership, le charisme, on appelle ça comme on veut. Ce qui est important, c'est cette notion de se sentir à un moment donné héros de quelque chose dans sa vie. C'est important ce sentiment d'être héros de quelque chose et d'être reconnu comme tel. Et puis, dernière impression, l'impression spirituelle. Voilà, quelque part, je me sublimie, ça me dépasse, quelque chose qui dépasse simplement l'entendement humain. J'ai réussi à faire ça, mais c'est extraordinaire. Voilà, vous voyez, les satisfactions, elles ont vraiment plein de champs à adresser, fonction des profils. Donc là, nous avons des très beaux exemples de ce qui est une satisfaction vue par ses créateurs, mais chacun y trouve son plaisir, très clairement. Je ne t'entends pas. À chaque fois, j'oublie de. C'est bon ou pas? Non.
Vous m'entendez vraiment pas? On t'entend toujours pas. Ok. Bon. Pourtant, je vois que ton son est à fond. Ça y est. Ah, là, je pense que c'est bon. Oui, c'est vrai. Bon. Du coup, je disais, oui, je vais faire un peu le rabat-joie. Désolé, mais je suppose que malgré toutes les belles histoires que vous avez racontées, sur le chemin, vous avez eu des galères ou des moments où vous vous êtes dit je vais arrêter, je vais pas pouvoir continuer. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter à ce sujet-là? Et surtout, comment ça s'est fini, quoi. Tu veux commencer, Nathan? Ouais, vas-y, je te laisse. Alors moi j'en ai eu, comme tous les entrepreneurs de toute façon, et ça rejoint très bien ce que disait Dominique sur l'idéal quand on est un entrepreneur, parce qu'on est tellement motivé au départ, on se sent intouchable, on se dit qu'avec notre détermination, on va y aller, puis en fait on se prend des grosses bâches, vraie réalité. En fait, quand je suis allée en Inde, il y a eu ce côté fleur bleue, où j'étais dans un monde magnifique, avec une humanité, une spiritualité. Je suis arrivée là après 38 heures de voyage. J'ai pris 3 avions différents alors que j'ai peur de l'avion. Enfin, bon, ça n'a pas été faute de l'avoir pris, mais enfin bon, j'ai atterri et je me suis dit, mais fantastique. Et puis, deuxième image de l'Inde. Et là, j'ai pris ma première vache de l'aventure. Il y en a eu 2. Il y a eu la première sur la misère. La pauvreté, en fait, parce que d'un côté, on parle beaucoup des couleurs, des épices, de la nourriture. Enfin, quand vous parlez d'Inde, on peut vous parler de la fête des couleurs où tout le monde a l'air heureux à se jeter des couleurs. Oui, c'est un aspect de l'Inde où spirituellement, il nous dépasse largement. Mais il y a aussi des gens qui sont dans la rue, devant vous, et vous marchez à côté d'eux. Et vous êtes moi j'étais et je suis toujours petite européenne, chanceuse de faire partie d'une vie où je suis relativement confort. Voilà, j'avais un toit, tout va bien. Et là, je dois avouer que mon idéal, il est tombé. Il est tombé parce que à ce moment-là, je savais qu'il y avait des choses qui se produisaient en Inde, que c'était un pays aux multiples problématiques. Ce qui est paradoxal, c'est que j'y suis allée pour ça, en plus. J'y suis allée parce que je savais qu'il y avait cet aspect. Mais dans ma tête, à ce moment-là, il y avait cet aspect, oui, d'accord, mais ça va se manager. En fait, ça s'est managé, oui, mais enfin, les 10 premières minutes, si ce n'est en fait les 10 premières heures ou les 10 premiers jours, comme on veut, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel. Donc ça, j'ai pas pensé à arrêter à ce moment-là. Je me suis juste demandé ce que moi, je pouvais faire à ma petite échelle face à autant de pauvreté et de personnes dans le besoin. Donc ça a remis en cause pendant les premières heures, et puis après, pendant quelques temps aussi, est-ce que ce que je fais a vraiment son utilité? Est-ce que, oui, d'accord, j'ai labellisé un atelier, mais après, la personne que j'ai croisée qui est rampée devant moi parce qu'elle avait plus de jambes, est-ce qu'elle aura cette chance-là? Et en fait, on peut pas sauver le monde. Donc ça, tac, premier idéal qui est tombé, on peut pas sauver le monde. Bon, OK. La deuxième bâche que j'ai prise, c'est d'être une jeune femme de donc 21 ans quand j'ai monté cette boîte en Inde avec des messieurs de 50 ans, dans un pays où la femme a une place aussi bien à elle, mais qui est quand même très différente de celle d'une femme française où le pouvoir de décision et la prise de parole n'est pas entendu pareil. Donc heureusement que j'étais plutôt du genre à pas lâcher, mais enfin, mine de rien, j'avais quand même la voix qui intérieurement tremblotait sur certaines négociations, faut pas se leurrer, où j'avais 10 messieurs devant moi et où je me suis demandé si ma parole avait un sens, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, j'avais rien à y perdre et que s'ils voulaient vraiment aider les gens au même titre que moi, je voulais le faire, on allait bosser ensemble. Et la dernière, et je m'arrêterai à cette troisième-là, et en fait, ça a été le coup de grâce, puisque c'est après ça que ça s'est arrêté. Moi aussi, je suis rabat-joie pour le coup. Ça a été plus long parce qu'il a fallu ouvrir les yeux, il a fallu prendre une décision qui était difficile. Donc, comme j'avais une activité qui nécessitait beaucoup d'avance de trésorerie, donc typiquement pour vendre des étoiles et des bijoux, même si on les design, faut bien les acheter, ces produits-là en premier lieu. J'avais pas 10 ans d'expérience avant, 20 ans, avec un joli livret A, ou voilà, j'étais une étudiante lambda,
avec les sous que j'avais mis de côté via mes jobs d'été, comme la plupart, et ce qui faisait pas de moi un entrepreneur riche. Donc, j'étais motivée, mais j'étais pas riche. J'avais déjà une chance sur 2, mais en l'occurrence, en fait, les moyens devenaient très compliqués dans la mesure où j'avais 3 boulots en même temps, donc 3 boulots en même temps que mon entreprise à ce moment-là. Et là, ça a été une grande difficulté parce que, en fait, physiquement et mentalement, j'ai été fatiguée, mais je voulais pas le voir. Je voulais pas le voir parce que il fallait pas lâcher cette création, parce qu'il fallait pas lâcher les entrepreneurs en Inde, parce qu'il fallait pas, il fallait être parfaite, il fallait faire, il fallait y aller. Je m'étais lancée, j'allais pas les abandonner. Et ça a été une grande difficulté d'arriver à prendre du recul et à dire ok, aujourd'hui à ce stade, en termes de stratégie, en termes de quotidien, est-ce que tu aimes ce que tu es en train de faire au quotidien? 2, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es dans cette impasse? Pourquoi est-ce que tu as 3 boulots à côté, que tu n'arrives toujours pas à vivre de ton activité, que tu es dans une dynamique infernale et que tu n'en vois pas le bout? Et du coup, 3, comment on fait pour remédier à ça? Donc là, une chose a été très simple. La première chose, c'est que j'aimais mon quotidien, oui, mais en même temps, j'avais une grosse partie logistique. Et ça, la logistique, moi, au bout d'un moment, c'était une partie, comme dans toutes les aventures entrepreneuriales, il y a toujours une partie qui fait un peu suer. Bon, ben moi, la logistique, où je me déplaçais à Paris, à Bordeaux avec mes portants à droite, à gauche, ça commençait à me pomper un peu l'air. Mais je prenais sur moi. Donc déjà, il y a eu ce quotidien où je me disais, bon, il faut que j'embauche quelqu'un. Et puis, la réponse à la deuxième question, l'argent a été le sujet. En fait, c'est qu'à ce stade, je stagnais. Je stagnais et il fallait passer un stade. Donc, est-ce que j'empruntais et est-ce que parce que clairement c'était ça, est-ce que je sollicitais un emprunt bancaire parce que j'avais eu des subventions via des incubateurs, etc. Mais à un moment donné, il n'y avait plus. Est-ce que j'emprunte et est-ce que je passe cette marche? Donc, est-ce qu'à 21 ans, je contracte un emprunt bancaire que je vais devoir rembourser toute ma vie? Enfin, toute ma vie, j'exagère. En tout cas, pendant certaines années. Ou est-ce que je me rends compte qu'en fait, c'était une aventure, que je suis allée au bout et que je suis réservée à faire d'autres choses? Et là, ça a été super difficile parce que la vérité, c'est que pour diverses raisons, j'estimais que mon impact n'était pas assez grand et je ne voulais pas non plus m'emprisonner dans une dynamique infernale. Donc, j'ai décidé de mettre en stand-by puisque à côté de cette aventure, j'accompagnais des entrepreneurs déjà à se lancer. Et au même titre que j'accompagnais les Indiens finalement à se labelliser, j'ai simplement décidé de me recentrer et j'ai fait un choix. J'ai fait un choix qui était de ne pas m'emprisonner dans une dépendance financière à l'âge de 20 ans. Et le jour où, par contre, si un jour je dois emprunter et être dépendante d'une source financière, il faudra, et je me le suis promis, que l'impact soit plus grand et d'aller plus loin. Voilà. Ok. Super, merci. Du coup, pour le projet, le plus compliqué pour nous, c'était que dès le début, on savait que sur le groupe de 5 qu'on était, 2 personnes avaient absolument besoin d'un revenu après 6 mois. Parce que étudiants ayant fait des prêts pour leur école, il faut un revenu pour pouvoir payer le prêt, payer le logement et manger des pâtes. C'était vraiment ça le but. Et donc une épée de Damoclès sur la tête. Et on savait quand elle allait tomber et il fallait qu'on arrive à commencer à toucher les premières subventions et du coup avoir un business model établi à ce moment-là. Du coup, on est arrivé jusqu'à cette période où les 2 premiers ont décidé d'arrêter le projet. Et on a continué pendant 4 mois après à essayer de continuer de trouver ce business model qui est vraiment pas facile, surtout avec le manque de connaissances qu'on avait de cette partie-là. Du coup, c'était vraiment ça le plus dur, les coups d'arrêt du projet, ça a été cette partie-là, la financière. On savait ce qu'on devait faire pour mettre en place, mais on n'a pas réussi à débloquer ce moyen-là. Et ensuite, le projet technique, très technique et très technologique, qui ont été avancés par d'autres personnes qui, eux, avaient les moyens. Ok. Bien, alors,
On peut rebondir d'une manière assez courte. Première chose que j'entends, si on m'avait dit que c'était impossible, je ne l'aurais pas fait. En gros, c'est ça. Donc, il y a cette part d'innocence quand on se lance créateur. Comme il y a des optimistes et des pessimistes, il faut plutôt être optimiste que pessimiste. C'est évident, il y a peu de place au pessimisme. Donc, il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas écouter les discours qui vous diraient impossible. Non. Si on m'avait dit que c'était impossible, je ne l'aurais pas fait. Or, les gens le font, beaucoup le font. Ensuite, le gadin, la bâche, je ne sais pas comment on peut appeler ça, moi, ça ne me choque pas parce qu'acquérir une compétence à 70%, c'est j'apprends en faisant. Mais j'apprends parce que je me trompe, parce que je me plante. Donc, le quotidien de créateur, c'est de se tromper pour rebondir. C'est voilà, un créatif en permanence, alors au sein de son projet ou il se relance sur un autre projet. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand on va voir un banquier en tant que créateur d'entreprise, il aime bien se faire... Voilà, notre culture judéo-chrétienne, on aurait envie de cacher ses échecs en disant si je dis ça, je ne le sécurise pas. Au contraire, quand on est créateur, il faut parler de ses échecs parce que ce qui va être évalué, c'est la capacité à rebondir sur l'échec. Voilà. Et au contraire, si on se trompe, c'est qu'on a engagé des logiques, c'est qu'on a pris des risques. Et après, j'ai donc appris. Et quelque chose de merveilleux, j'ai appris, mais une compétence qui n'est pas inerte parce que j'en ai tiré des conclusions. Je me suis relevé, j'ai donc porter des diagnostics, j'ai appris et ce n'est pas inerte, ça va me servir. Ça n'est pas, comme on peut le rencontrer trop souvent dans une voie diplômante au secondaire ou même encore en école supérieure, on ne m'apprend pas des choses inutiles. Voilà. Là, j'apprends que de l'utile. Je suis tout de suite dans le parler vrai, dans l'action vraie. Ça, c'est intéressant. Après, j'ai aussi entendu l'histoire de l'argent, c'est le nerf de la guerre, quelle que soit la créativité. Alors, il y a beaucoup de projets en économie sociale et solidaire qui sont peut-être moins financièrement difficiles. Il y a même des projets en économie du gratuit. L'économie gratuite va prendre beaucoup de place dans notre nouvelle économie. Donc, l'économie du gratuit, on aura peut-être besoin de moins d'investissement, mais enfin, l'argent reste, il faut quand même pouvoir vivre. C'est-à-dire qu'il faut être précautionneux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, il faut éviter les pièges abscons. Ce que nous a expliqué très bien Agathe, c'est qu'à un moment donné, on est confronté à une réalité et là, il ne faut pas s'entêter. Le piège abscon, c'est le joueur qui dit « Ah non, j'ai déjà misé, je continue de miser » avec cette logique un peu folle qui dirait plus je perds, plus je me rapproche du moment que je vais gagner. Bon, tous autant que nous sommes, quand on a fait un peu de statistiques, on sait très bien que le compteur n'est pas cumulatif, il se remet à zéro. C'est pas parce que j'ai perdu 10 fois que d'un seul coup, je me rapproche du gain possible. Pas du tout, ça fonctionne pas comme ça. Et la création, c'est pareil, ça fonctionnera pas comme ça, parce qu'il y a une part de chance. Donc, le financier nous dit, mais vous avez de la chance ou pas d'ordinaire? La chance est un facteur très important. L'intuition et la chance ont leur place quand on est créateur. Parce que souvent, dans l'immédiateté, il faut faire des choix. Et ces choix sont légèrement soit guidés par pile ou face ou par une intuition réelle. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que la création d'entreprise, c'est un jeu gagnant-gagnant, du coup. Je n'ai rien à perdre à m'engager là-dedans. Premier jeu gagnant, c'est le succès, je gagne, c'est parfait, mon projet est né à terme, formidable. Hop, je gagne une petite étoile si j'étais footballeur. Voilà, j'ai réussi mon projet. Et si je suis en échec, j'ai appris. Donc, de toute façon, on est gagnant-gagnant. Ça n'est qu'un jeu gagnant-gagnant. On n'est pas dans des jeux gagnant-perdant. Dès lors, on est prudent sur les pièges abscons. Il ne faut pas s'enfoncer à y passer, à tuer sa relation familiale, à tuer son chien parce que j'ai plus le temps de le descendre, de vider mes économies ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, il faut mettre ses limites. Donc, dernier conseil, s'il y avait des conseils à donner, mais qui n'engagent que moi, après tout, et ceux qui m'écoutent, il faut avoir très rapidement, très clairement, la vision de ce que va être la rémunération en termes de sources, en termes de volume et en termes de performance. Mais au final, de quoi parle-t-on? Du business model. Il faut valider cette capacité financière au départ du projet et peut-être la poser dans une feuille de route, c'est-à-dire y travailler, en sachant que quand ça brille, généralement, les gens viennent, beaucoup de gens sont dans le wait and see, ils attendent de voir pour adhérer. Donc, c'est une prudence, voilà. Il faut être prudent, mais prudent sans rejeter le risque. Ça fait partie du jeu, la prise de risque. Oui, je suis d'accord avec toi. Vas-y, Nathan. Vas-y, je te laisse. Non, pour rebondir sur la partie compétences, en 1 an et demi, à 5, chaque personne du groupe, donc on a appris 10 fois plus que ce qu'on a appris sur les 2-3 dernières années en école. Et on a appris plus que tous ceux qui ont fait un cursus classique dans l'école. C'est pas des compétences, certes, très techniques ou très poussées dans le domaine dans lequel l'école nous forme, mais c'est tellement transverse qu'on peut s'en servir tout le temps, partout après. C'est
c'est quelque chose d'assez impressionnant en volume de compétences qu'on peut apprendre, parce que c'est vraiment pas un truc très précis, on apprend tout partout en même temps. Et on n'a pas le choix si on veut avancer. Juste un petit bémol, Nathan, par rapport à ce que tu dis. En fait, ce que tu as appris est complémentaire à ce que tu peux voir, ce que tu as pu voir dans tes cursus diplômants, bien évidemment. Oui, c'est pas que là, on donne pas les bonnes compétences. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a besoin. On va plus. Par contre, ce que tu dis est très juste dit. Je puise que pour 10% là-dedans et je me fabrique mes 90% de mes propres compétences parce que adapté à ma situation, à mon profil, à mon contexte, etc. Donc, c'est évident. Mais il a probablement fallu que tu fasses tout ton parcours avant, même si parfois tu as l'impression, comme on a tous parfois des matières qui nous intéressent plus ou moins, bien sûr, mais ça va de soi. Mais autant le dire pour les gens qui nous écoutent, il n'y a pas de, là, on n'est pas en opposition. C'est un continuum d'ailleurs. Aujourd'hui, on apprend toute sa vie. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. L'école se pense entreprise et l'entreprise se pense école. Parce que maintenant, l'apprentissage, étant donné que tout bouge, tout est immédiat, les plateformes, l'intelligence artificielle, tout ça va profondément reconsidérer notre rapport à l'autre et notre rapport au travail. Et on va en permanence être dans la nécessité de s'adapter, ce que vous avez fait tous les deux. Donc l'apprentissage, on ne recrute plus sur les métiers, on ne recrute plus sur la capacité à manager, on va recruter sur les profils. C'est-à-dire dans l'histoire de ma vie, depuis que je suis enfant jusqu'à maintenant, j'ai été confronté à des mises en situation qui m'ont obligé à prendre des décisions. Moi, je suis toujours étonné quand on interviewe des enfants qui ne connaissent que la guerre, malheureusement, dans les bandes de Gaza ou peut-être la misère en Inde, etc. Eh bien, quand ils nous parlent, c'est d'une extrême maturité. On a l'impression d'entendre des adultes, alors que pourquoi ? Parce qu'on attend, nous, un langage de nos gamins surprotégé dans notre contexte, etc. Donc, cet apprentissage, toute sa vie. Voilà. Mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt et la richesse du créateur. On va créer toute sa vie. Quand on rentre là-dedans, c'est une forme de drogue, je pense. On s'en sort pas. On ne se satisferait pas de quelque chose qui a réussi et le faire vivre. Généralement, le créateur, très rapidement, il revend son idée, il se fait des brevets, mais l'envie, c'est de créer. Voilà. Parce que c'est un profil créateur. On l'a compris à travers vos deux histoires, vos deux récits, très clairement. Je ne sais pas si j'ai le temps de rebondir, Florian, ou pas. Oui. Je voulais rebondir sur 2 points. Le premier, c'était sur les compétences. Après, à un moment donné, le son s'est coupé. Alors, dis-moi, Dominique, si je fais doublon avec ce que tu as dit. Notamment sur tout ce qui est introspection. C'est une chose que moi, j'ai retenue en dehors de parler de compétences et même si, évidemment, les compétences intrinsèques hors des compétences CV faisaient partie de cette conversation, je pense aussi que tout entrepreneur doit apprendre, s'il ne sait pas faire, et de toute façon, on apprend ça toute sa vie, à se regarder et à comprendre qu'en fait, à comprendre qui il est. Alors après, je vais pas faire un discours philosophique sur la question, mais simplement, quand on est entrepreneur, en fait, on prend des décisions. Donc après, il faut assumer. En fait, il faut assumer quand ça va, sans prendre le melon, et il faut assumer quand ça va pas. Et il faut aussi comprendre parfois pourquoi on n'arrive pas à prendre des décisions, parce que mine de rien, et on le dit depuis le début de l'intervention de ce soir, l'émotion est au cœur de la création. Donc en fait, on sollicite sans cesse notre intelligence émotionnelle, qui elle-même doit être combinée avec l'intelligence dite classique, de compétences plus ou moins techniques sur certains sujets, où on doit être crédible, on doit être légitime et on doit asseoir une certaine compétence pour monter quand même la chose. On ne se fait pas comme ça. Et en même temps, si on ne sait pas apprendre qui on est, en fait, à un moment donné, ça, à mon sens, et ce n'est que mon avis, et plein de gens divergeront certainement, en tout cas, je pense que si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas continuer, ou à un moment donné, il va y avoir un point de fracture. Que ça soit en termes de bien-être, ou que ça soit en termes de réussite de projet. Et ça, c'est hyper important, je pense, de le souligner, où tous les créateurs que je peux connaître dans mon entourage, tous mes amis qui créent des entreprises, on a grandi aussi beaucoup ensemble, parce qu'on était 5 copains entrepreneurs à monter nos boîtes en même temps. Et on était 5 copains à dire que, mine de rien, on était plutôt du genre à aimer se poser des questions, mais que l'entrepreneuriat accentue bien comme il faut sur la question, et pas que sur des compétences en termes de CV, mais sur ce qui se passait en termes de nous et de qui on était. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point sur ce que tu disais, sur le business model. Vous me coupez, si je parle trop. Vas-y, t'inquiète pas. Et le deuxième point sur le business model, il y a une difficulté que moi j'avais rencontrée sur cette notion, notamment donc de la partie rémunération que tu abordais sur performance, volume
et revenus, où évidemment il faut être à jour de savoir ce qu'on doit avoir à dépenser et en même temps de ce que ça peut nous rapporter. Moi, la difficulté que j'avais, et le pire, c'est que j'y avais pensé, mais je m'étais dit que j'avais le temps et entre-temps qu'il y aurait plein de choses qui se passeraient. Je m'étais dit, OK, les 2 premières années, ça va aller. Je vais pouvoir assumer finalement mes canaux de revenus et les volumes qui vont être engendrés au départ, avant de parler de rentabilité, quoi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, et le pire, c'est que je l'avais vu dans mon business model, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vois qu'il y avait un point où ça allait stagner. Et je m'étais dit qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs solutions. Il y avait le fait de recruter quelqu'un, il y avait le fait d'élargir la collection. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi, et c'est la leçon que j'en ai retirée, de s'écouter. Parce que parfois on se trompe, hein, mais parfois, quand on démarre aussi quelque part et quand on se pose quand même quelques questions, on peut identifier des problèmes à venir, ou en tout cas des situations qui ne sont pas nécessairement des problèmes, mais des situations. Et je pense qu'il faut se faire confiance, là encore sans prendre le melon, mais parce qu'il y a aussi partie d'instinct et de compréhension des enjeux qui vont évoluer, mais il faut s'écouter. Parce que finalement, je me serais écoutée plus tôt, et ben, j'aurais peut-être fait autrement. Et aujourd'hui, je suis pas du tout mécontente. Ce n'est pas un regret, je suis très contente d'être là où je suis. Mais l'anticipation via l'écoute de soi, c'est hyper important aussi. Et je m'arrête là. C'est l'apprentissage, Agathe. Tu nous parles de l'apprentissage. Voilà. C'est exactement ça. Simplement pour rebondir sur ce que tu dis, moi je vais aller encore plus loin que toi. Je pense que pour être aimé des autres, il faut s'aimer soi-même. Tout à fait. Voilà. Et c'est grâce à ce sentiment, alors évidemment, aimer, ça met entre crochets, mais quoique, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais quand même, quelque part, voilà, se connaître, s'apprécier, connaître ses travers, ses points forts, etc. Et après, on est dans la transparence et la confiance. Voilà. Tout notre business va se construire là-dessus. Il faut cette capacité à la confiance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donner de soi. Il faut se montrer. Si on ne se montre pas à l'autre, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a aussi, c'est toute la peur que peut avoir le créateur. Tu parlais souvent d'ascenseur émotionnel, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut se donner pour recevoir quelque chose, il faut donner. Voilà. Donc il y a des cultures, je pense notamment aux cultures indiennes, hein, on a tous en tête l'image Gandhi, et puis il y a d'autres exemples très forts de ce que c'est que ce modèle culturel, c'est pas le nôtre. Très clairement, hein, nous on est très influencés, même si on est plutôt latin, on est très influencés par le monde anglo-saxon, qui est un mode de la performance immédiate, et puis voilà, on n'a pas le droit, et puis nos projets, nos façons de gérer les projets, avec des tableaux de bord où il faut expliciter dans les entreprises pourquoi j'ai dérivé de 10 euros dans le mois, etc. Alors que c'est toujours pareil, pour obtenir, il faut donner. Donc, ça correspond à des phases d'investissement. Et donc, en fait, tu nous éclaires parfaitement sur ce qu'est aussi l'optimum parétien. À un moment donné, j'aurais dû prendre cette décision. Mais tu étais sur l'optimum parétien, alors tu l'as pas. Voilà, c'est de la sémantique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments qui sont irréversibles. Je passe quelque chose, je fais un choix, c'est trop tard parce que les cartes ont été distribuées. C'est trop tard, je ne peux plus refaire la donne. Il faut jouer avec ce qu'on a dans les mains, et après, c'est de l'intelligence collective, c'est-à-dire que la déficience personnelle va être jouée par un collaboratif, et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir des parties prenantes extrêmement dans la confiance dès le départ, qui ont bien connu le projet, parce que ce qu'on veut, c'est des partenaires pérennes, des partenaires qui s'inscrivent dans la durée, et tout cela, c'est la confiance, c'est la transparence. Il faut apprendre à donner de soi. C'est pas simple. Hein, parce que des fois, on prend des claques, on nous renvoie des choses. Hein. On se pense blanc et on dit, mais non, t'es noir. Mais non, je suis blanc. Non, non, t'es noir. Hein, combien de fois, moi-même, je me crois extrêmement généreux avec ma fille, et combien de fois elle m'a dit, qu'est-ce que t'étais égoïste hein, pour avoir de l'argent avec toi, c'était pas facile. Je me percevais pas du tout comme ça. C'est les modèles de représentation. Voilà. Donc, on n'existe qu'à travers le regard de l'autre. C'est un petit peu ce que tu nous dis, ça c'est très très important. Bon, et ça tombe bien parce que du coup, on va faire le lien avec une question qu'il y a dans le chat qui demandait, avec le recul que vous avez aujourd'hui, Agathe et Nathan, quel serait le conseil que vous donneriez à vous-même au début de l'aventure? Le conseil qu'on se donnerait à nous-mêmes au début, si on devait la recommencer? C'est ça. Je me donnerais le même que je me suis donné au départ, de foncer, que j'avais rien à perdre. Clairement, quand on lance un projet, de toute façon, on est obligé d'avancer, hein, sinon on le démarre pas. Sinon, moi, le conseil, ça serait de s'entourer de personnes de confiance,
sur un projet avec surtout peut-être des compétences de base assez différentes. Nous, ça a été un problème. Pas un problème, c'était une difficulté où on avait tous le même point de vue sur un objet et du coup sur le projet, et du coup on n'a pas pu se remettre. Enfin, on a mis du temps à se remettre en question sur les endroits sur les problèmes qu'on voyait pas. Ok. Et autre question aussi. Adaptabilité, résilience. Voilà, on peut pas. On sent qu'on est un peu dans l'intuition. Vous êtes un peu dans l'intuition. Quelque chose émerge. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je le saisis? En sachant que j'ai un temps court pour le saisir. C'est comme un vol aérospatial. J'ai une petite fenêtre de tir. Avant, c'est pas l'heure, et après, c'est trop tard. Donc, oui, il faut être extrêmement pointu à ça, mais ça, c'est l'expérience. Il faut se blesser, il faut avoir la chair à vif, il faut se gratter. Voilà. Du coup, et autre question de B du Clou. Alors, s'il y a autant apprentissage, pourquoi y a-t-il autant d'entrepreneurs qui sortent de Stanford? Alors, Stanford, je pense que c'est une université aux États-Unis, si je ne me trompe pas. J'ai pas bien entendu la question, Florian. Oui. Si le principe c'est l'auto-apprentissage, l'expérience comme disait Dominique, pourquoi aujourd'hui il y a autant d'entrepreneurs qui sortent de Stanford, ou du moins de grandes universités qui peut-être nous donnent une vision ou nous apprennent à devenir entrepreneurs? Après, je dirais qu'il n'y a pas de forme à l'apprentissage. Ouais, vas-y Dominique. J'allais simplement dire que c'est un problème culturel. Je veux dire, on ne vit pas anglo-saxon comme on vit dans notre culture. Donc là, on n'a pas des oppositions, mais des points de vue différents sur ce qu'est la culture, à partir de quand. Le grand oral, par exemple, si on va en Finlande, si on va dans ces pays nordiques, les enfants, dès la maternelle, une fois par semaine, on les met en rond et on leur dit « parlez-vous, racontez des histoires, etc. » Bon, nous, qu'est-ce qu'on fait? On met ISO 9001, puis on dit « t'écris ce que tu fais tout ce que tu as écrit. » Sous-entendu, tout ce qui est dit, parlé, n'a pas été fait s'il n'est pas écrit. On est totalement dans deux modèles culturels différents qu'on n'oppose pas, mais qui sont nos histoires respectives, etc. Donc, si je prends les écoles d'ingénieurs, par exemple, les Allemands font des tonnes d'ingénieurs, mais ils ne sortent pas par les grandes écoles. C'est des ingénieurs technologues, voilà, c'est des cursus à part, etc. Donc, on est sur des modèles qui font que il n'y a pas à opposer un modèle Stanford ou autre, etc. Moi, ce que je pense, c'est que la création d'entreprise, c'est forcément une culture de terrain. Donc, on peut arriver avec toutes les compétences, etc. C'est qu'on va sur le terrain et on est confronté au terrain. Et là, c'est l'incertitude. Voilà. Et il n'y a plus d'idées préconçues, il n'y a rien qui est modélisé. On peut anticiper, mais aujourd'hui, tout va tellement vite. Il y a 50 ans, c'était probablement beaucoup plus simple de créer son entreprise. À part les blocages culturels, hein, j'entends. Aujourd'hui, ça se libère. L'ubérisation va notamment faciliter tout cela. Aujourd'hui, on sait très bien que l'emploi va se générer avec l'ubérisation de l'économie. Alors aujourd'hui, elle est très critiquable, cette ubérisation. Elle ne semble pas créer de l'emploi et on voit tous les drames humains qui se cachent derrière. Hein, tous ces gens en vélo qui ont des accidents qui ne sont pas couverts. Pourquoi? Parce que société et droit se codéterminent. Et aujourd'hui, la société, elle veut, et 50% d'entre nous, sous 10 ans, seront freelance. Ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de monde dans les entreprises et de plus en plus de gens qui vont créer leur propre emploi. Nous avons, autour de cette table, deux exemples de cela. Alors, c'est ça l'ubérisation. Donc, on sait que c'est ça qui va être générateur d'économie. Mais la société, elle pousse vers ça. Sauf que la loi, aujourd'hui, elle n'est pas là. La loi, elle est encore dans les négociations de branches avec des protections sociales, la retraite, la sécu, tout ça, qui fait que cette libération de l'acteur économique, moi, je peux créer mon emploi, la société, elle n'est pas constituée en droit pour supporter cette économie aujourd'hui. Donc, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est cet écart entre une poussée de l'ubérisation complètement freinée par une loi qui n'a pas encore suivi. On dit que société et droit se codéterminent. Et vous allez voir, et ça c'est à moins de 5 ans, quand les lois, et ils y travaillent tous, ces juristes et ces gens qui sont là-dedans, ils travaillent à mettre en loi et à mettre en protection, à adapter à la société cette ubérisation de l'économie. Et là, il va y avoir une force de libération complètement dingue. Et des nouveaux modèles vont se créer, etc. Stanford ou j'en sais rien, Sciences Po, enfin, peu importe. Je pense que la culture de terrain est très importante et l'envie individuelle. Un porteur, un projet, c'est un porteur, c'est un profil. On recrute l'intrapreneur. Je voudrais rebondir là-dessus. L'entreprise où je travaille, les deux fondateurs du projet à la base,
Le premier, il a 2 bacs, 2 bac plus 2, 2 bac plus 3, 2 bac plus 5. L'autre n'a pas réussi, n'a jamais passé son bac. Et pourtant, les deux ont un niveau de compétence dans tout ce qu'ils ont fait extrêmement élevé. Hein. Ça n'a aucun rapport avec le fait d'avoir fait des études. Par contre, ce qu'ils savent faire, les deux, c'est qu'ils sont tout le temps en train d'apprendre. Tout le temps en train d'apprendre. Voilà. Très clairement. Si on veut donner un exemple chiffré de ça, c'est 10%, 17%. Je pense que c'est un chiffre qu'à 6 mois, mais bon, 17% des créateurs d'entreprises n'ont pas de diplôme, ne sont pas diplômés. Voilà. C'est des gens qui sont sortis du circuit scolaire, déscolarisés, mais avec une niaque extraordinaire et une création. Et puis aujourd'hui, il y a des tas d'associations qui pilotent ça, qui aident, qui guident hein, la politique de la ville, etc. Donc, de plus en plus, être créateur, c'est pas de barder de diplôme, c'est pas de passer par des cursus phénoménaux, ça va être simplement une envie du créatif et des gens qui croient en moi. Voilà. Ça va être donc des réseaux qui vont se mettre en place, de gens qui vont constituer des communautés de plus en plus efficaces autour de cette culture de l'entreprendre que tout le monde va avoir, hein, de fait. Hein. On voit bien le monde, comment il est en train de se dessiner. Personne ne va y échapper. Après, tout le monde n'a pas besoin d'être créateur d'entreprise. On parle d'un comportement, d'une attitude. Et cette attitude, l'entreprise, elle la veut. Elle appelle ça un intrapreneur. C'est-à-dire qu'elle recrute sur des profils maintenant. Elle ne recrute plus sur des métiers. Pourquoi? Parce qu'elle explique qu'apprendre un métier à un salarié, c'est sur un plan de formation, prendre acheter 6 mois de formation, l'envoyer à l'école, le temps qu'il apprenne son métier, il reviendra, il saura son métier. Par contre, ce que jamais l'entreprise pourra se payer, c'est cette capacité, ce profil, cette capacité à s'adapter, etc. Parce que ça ne s'apprend pas. C'est l'expérience d'une vie. Et c'est pour ça que de plus en plus, depuis les collèges, on commence, et maintenant l'école primaire, on y pense, comment amener, tous autant que nous sommes, ces modèles, se penser différemment la vie, c'est-à-dire en étant entrepreneur et ne plus être confronté en permanence à des gens qui disent « vous n'avez pas d'expérience, je ne vous recrute pas, non, je ne vais pas risquer mon argent sur vous, je ne vois même pas comment je vais gagner. » Non, non, voilà, il faut que tout ce modèle-là change et je pense, l'avenir nous le dira, qu'on est dans ce grand changement aujourd'hui. Le Covid a mis le doigt sur des tas de choses qui faisaient très mal. On a compris un certain nombre de choses. Là, on apprend aussi hein, de nos erreurs. Bon, il faut rester optimiste. Ouais, tu vois, je voulais rebondir aussi sur une chose de ce point de vue-là. Tu vois, chez le cabinet où je suis, aujourd'hui, on en rigole beaucoup avec mes amis parce qu'à l'université, je disais toujours, mais moi, je ne serai jamais comptable. Je déteste les chiffres, je comprends rien au contrôle de gestion, ça me parle pas, les exercices, je comprends pas. À chaque fois qu'on me faisait aller au tableau à l'université pendant les TD, c'était la pataugeoire, littéralement la pataugeoire. En tout cas, pile sur cette matière-là. Et aujourd'hui, ce cabinet, il est venu me chercher, pas parce que j'ai fait des études comptables, parce que la vérité, c'est que j'ai aucune étude comptable. J'ai des bases comme toute personne qui aime bien apprendre, mais concrètement, je n'ai rien pour être comptable si on s'en réfère à un CV. Les profils qu'on a ici, on est une équipe de 18. Et en fait, il n'y a que quelques personnes, et c'est un peu comme toi, Nathan, tu vois, il y a une partie qui est diplômée dans ce métier-là, qui a passé son DSG, qui a 8 ans d'études, qui est expert comptable, et l'autre partie, où j'en fais partie, où on n'est pas du tout comptable à l'origine, mais par contre, on a cette volonté d'apprendre tout le temps et d'aider, en l'occurrence ici, les entrepreneurs à travers ces compétences qu'en fait l'entreprise nous apprend. Donc, au début, ça fait peur, hein, parce qu'au début, moi, je me suis dit, oh purée, je vais devenir comptable, entre guillemets, et j'ai même du mal à dire que je suis comptable aujourd'hui, parce que c'est tellement associé à un titre. Je vais être comptable alors que je n'ai jamais fait d'études comptables. Comment je vais me dépatouiller de ça? Est-ce que ça va bien se passer? Et en fait, oui, parce que toute la dynamique de l'entreprise est faite pour que la technique se transmette. Parce que les collègues sont pédagogues, parce que les gens sont là pour vous transmettre de la compétence technique. Mais s'il y a une chose qu'ils ne peuvent pas vous transmettre, mais qu'on peut partager entre nous, c'est des tempéraments et des façons de penser qu'on met justement à profit de façon collective. Et ça, et j'en terminerai avec ça, je suis bien d'accord avec toi, Dominique, de dire qu'aujourd'hui, on est dans cette dynamique-là. Il y a énormément d'entreprises qui sont là-dedans, et pour moi, c'est une clé extraordinaire. Et j'espère en tout cas que ça va être l'occasion pour de nombreuses personnes d'arrêter de stresser, de ne pas être dans une case. Parce que il est temps d'en sortir. Autant il y en a qui sont faits pour être dans des cases.
autant certains sont faits pour être bien au-delà. Et aujourd'hui, on leur laisse plus de place et j'ai hâte d'être dans 10 ans. Et du coup, pour rebondir, il y a une remarque sur le chat qui dit que c'est les candidatures, c'est compliqué. Après, sur les 5 qu'on est, on a trouvé un travail hyper facilement. Les 2 qui avaient besoin d'argent rapidement, ils ont pris une décision. Le lendemain, ils passaient un entretien. 2 jours après, ils signaient le contrat. Moi, j'ai mis plus de temps à commencer à travailler, mais c'est parce que j'ai fait plein d'entretiens pour choisir ce que je voulais faire. J'ai fait plein d'entretiens et à chaque fois, j'ai dit non, ça m'intéresse pas du tout. Et les autres ont fait ça. Il y en a un qui est parti à l'étranger pour travailler pour partir, parce qu'il avait envie de partir. Et la dernière personne, elle a réussi à rentrer en fonction publique parce que c'était ça qu'elle voulait faire. Et non, c'est assez valorisant. Il n'y a pas de... On discute dès qu'on rentre dans tout ce qui est ressources humaines, dans les entretiens, on discute plus des compétences bêtement qu'on a appris à l'école, on discute du projet, en soi, des projets, de l'expérience de vie, et du coup, ça change totalement le fonctionnement. C'est plus du tout le souci, ça. Ouais, mais là, tu es sur des évolutions de modèles d'organisation. L'entreprise, elle va être de plus en plus ce qu'on appelle une entreprise mission. Elle va s'organiser autour de missions, de projets. Donc, et effectivement, ce point de vue-là fait que, et je m'arrêterai là, c'est que tu parles des ressources humaines, mais le recrutement, encore aujourd'hui en masse, se fait dans une logique qu'on appelle GRH, gestion des ressources humaines. Donc, je recrute des gens qui apportent de la performance, puisqu'ils sont vus comme des ressources. Mais le grand tendanciel maintenant, c'est de faire de la GHR, la gestion humaine des ressources. Et on en arrive à ce que tu nous dis. C'est-à-dire que maintenant, l'interview lors du recrutement porte plutôt sur quelle a été ton histoire, c'est quoi ton expérience, etc. C'est ce qu'on commence à modéliser sur un CV, qu'on dit le CV inversé. C'est-à-dire qu'avant, c'est 80%, voilà mon école, voilà mon expérience, puis 20% en bas, c'était mes compétences molles, voilà, j'aime le golf, en disant si jamais il aime le golf, ça fera un sujet de discussion. Enfin, on ne savait pas trop quoi mettre en bas, mais on le mettait. Maintenant, le recruteur, il sait que la plupart de la classe d'âge, alors évidemment, je caricature un peu, mais de plus en plus de gens vont être diplômés, hein, on pousse à ça, la société pousse à cela, donc ça ne devient plus un discriminant fort au recrutement. Maintenant, quand on ouvre un poste dans une entreprise, coté, visible, vous allez avoir toute une promo d'école d'ingénieurs qui arrive d'un seul coup, ils ont fait le même cursus, ils ont la même expérience, etc. Comment choisir là-dedans? C'est plus le choix. Le choix, c'est tiens, assieds-toi, raconte-moi ta vie. D'où tu viens, toi? Ah, t'es passé par là. Oh, tes parents ont divorcé à 4 ans, mais comment tu as survécu à ça? Qu'est-ce que tu as mis de toi, humain? Qu'est-ce que tu as développé pour contrebalancer tout cela? C'est l'expérience de la vie. Hein, l'idée de la GHR, c'est qu'on arrête de dire qu'ai-je fait de ce qu'ils ont fait de moi. On n'est pas tributaire d'une éducation ni d'une formation. On construit sa vie à travers un récit de vie. Et c'est ça le recrutement. Tout au moins, ça sera ça le recrutement. Du coup, là, pour revenir un peu sur les compétences acquises, parce qu'on parlait des compétences, ça s'acquiert sur le terrain ou avec le temps, forcément, on acquiert des compétences. Je voulais aussi reboucler sur le business plan, business model. Dans tout le parcours d'entrepreneur, en fait, personnellement, issu d'une école d'ingénieur, c'est vrai que on n'est pas voué à devenir entrepreneur dès le début. Enfin, l'école ne nous dirige pas vers cette solution-là, et puis c'est généralement en dernière année qu'on te propose une petite option entrepreneuriat, donc tu as 3 mois pour comprendre comment ça se passe et pour essayer de sortir du lot. Vous, qu'est-ce qui vous a aidé à avoir ces compétences, étant donné que vous étiez nouveau sur ce marché? Qu'est-ce qui vous a aidé? Je ne sais pas si vous avez pas... Enfin, Agathe il me semble que tu as participé à des pépinières. Nathan, toi, de ton côté, je ne sais pas trop. Mais quelles sont les compétences? Qu'est-ce qui vous a aidé et quelles sont les compétences dont vous avez eu besoin pour mener à bien votre projet? Ouais, alors je vais commencer parce que moi, c'est classique, entre guillemets. Enfin, j'ai fait directement un master entrepreneuriat. Dans la mesure où je me suis dit, déjà, je ne savais pas que l'entrepreneuriat, ça s'enseignait. Déjà. J'étais à la fac. Moi, à la fac, j'étais dans mes bouquins. J'adorais le droit. J'hésitais même à me diriger vers des filières juridiques, plutôt juridiques d'ailleurs. Donc, quand je dis que j'aimais vraiment pas les chiffres à l'origine.
Et en fait, on m'a dit, mais non, Agathe, l'entrepreneuriat, ça s'apprend. Je dis, mais ça s'apprend pas d'être entrepreneur. Il y a toujours eu ce clivage. Est-ce que c'est un profil ou est-ce qu'il y a des compétences? Et c'est vrai que la forme, je me suis dit, si tu veux savoir vraiment ce qu'il te faut pour être entrepreneur, en dehors de te connaître à toi-même, vas-y dans le master entrepreneuriat, puis on va voir ce qu'ils proposent, quoi. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, et ça bouclera facilement, mais en fait, le business model, je n'avais pas cet outil. Je ne savais pas, de façon naïve, moi de base, je ne connaissais pas cette discipline, je ne savais pas qu'il existait une façon précise, un outil et plusieurs outils même pour structurer ses idées, déterminer du coup un plan d'action et analyser les retombées du plan d'action lui-même déterminé par l'outil du départ. En fait, cette boucle, on l'a tous un peu instinctivement de dire j'ai telle idée, donc je vais faire ça, puis tiens, qu'est-ce que j'en pense? Mais en fait, comment on fait pour la mettre à plat? Donc, c'est plus du côté méthode. En fait, le master entrepreneuriat est venu appuyer le tempérament que j'avais et les compétences théoriques que j'avais, et ce qui a permis de comparer d'ailleurs la théorie et la pratique aussi, parce que moi, je sortais d'une licence hyper générale, sans stage ni quoi que ce soit. Donc, d'aller sur le terrain, ça m'a fait du bien. Mais en gros, de mon côté, c'était la méthode. Et je pense que chaque entrepreneur n'a pas du coup besoin des mêmes compétences et ne passe pas par ce biais-là. Voilà. Du coup, Nathan, je pour sais ma pas part, toi de ton côté, ouais. Alors j'ai fait totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a lancé le projet et après on a vu comment ça se faisait. Apprendre, c'est le seul truc qu'il y a. Il y a tellement de choses à voir qu'il y aura forcément des choses qu'on n'aura pas vues et il faudra apprendre sur le tas. Il faudra le faire ou se faire aider, se faire accompagner, mais il faudra apprendre. Et les incubateurs sont très très bien pour ça. Oui, on a été accompagnés tous les deux du coup. Je sais pas si tu veux peut-être en parler, Nathan, du statut étudiant-entrepreneur. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. Vas-y, je te laisse faire le statut. Ok. Oui, du coup, avec Nathan, même si on n'a pas eu du coup le même process en termes de façon d'entreprendre, on n'a pas fonctionné dans le même ordre et j'ai envie de dire, il n'y a pas d'ordre. C'est propre à chacun. On a eu l'opportunité chacun de bénéficier du statut étudiant-entrepreneur. Donc, vous avez certainement, pour ceux qui sont là depuis le départ, entendu cette histoire de j'entreprends pendant mon master. Finalement, ça veut dire quoi entreprendre pendant un master? En fait, comme dans toute étude supérieure, à un moment donné, on vous demande de faire un stage. La chance que nous, on a eue, c'est de dire en dernière année d'études, donc à l'année du Master 2, on nous a dit, voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire votre stage dans votre propre entreprise à vous, ou en tout cas sur votre propre projet, vu qu'il n'y avait pas d'immatriculation, on parlait d'un projet, et ce qui nous a permis à Nathan comme à moi de pouvoir bénéficier d'ouverture en termes d'écosystème et de temps sur notre temps de formation, de s'auto-former et en plus de s'auto-former pendant un stage de 6 mois sur notre propre projet, de bénéficier d'un accompagnement par des personnes qui sont spécialisées dans la conception de projet et l'entrepreneuriat et qui ont été, pour nous, tu me dis si je me trompe Nathan, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu, le début d'un œil extérieur sur notre idée et sur notre façon de faire. Et ça nous a permis d'enrichir illico presto nos compétences, j'ai envie de dire scolaires, avec une idée terrain et pratique. Et le statut étudiant-entrepreneur pour ça est top parce que oui, entreprendre, c'est aussi un apprentissage et le fait de pouvoir ouvrir une formation dite classique à de l'apprentissage terrain avec des structures d'accompagnement, c'était vraiment sympa. Je ne sais pas si tu veux compléter, Nathan. Oui, nous, on a été accompagné par une professionnelle qui avait monté plusieurs boîtes et nous a conseillé sur plein de choses. Dès le début, elle nous a remis en question les points qui étaient compliqués, des choses comme ça. C'était vraiment... en tant qu'étudiant, c'est même important d'aller le regarder, ce que c'est, et voir si c'est intéressant. Et ensuite, pour continuer, il y a tout ce qui est aussi les incubateurs qui, eux, leur but, c'est de prendre un porteur de projet et de faire évoluer ce projet jusqu'à une entreprise, jusqu'à la création de l'entreprise. Et ça aussi, ça permet d'avancer, de structurer, de se poser les bonnes questions, de se remettre en question en permanence sur les points précis. L'accompagnement est important.
super. Je vois aussi dans le chat, il y a Alec qui nous parle, par exemple pour les business models, que la Banque publique d'investissement propose des canevas, des templates de business model. Ouais, tout à fait. Après, je me doute que forcément, ça doit être adapté aux besoins, mais ça peut être utile pour ceux qui désirent se lancer, avoir déjà se faire un peu la main dessus et voir un peu comment ça se passe. Et là-dessus, par exemple, Agathe, est-ce que sans le master que tu as fait finalement, tu penses qu'aujourd'hui, tu en serais arrivé à la même finalité, à la même aventure, ou bien de ton côté seul, tu aurais pu largement te débrouiller? Alors, j'aurais certainement foncé vers autre chose parce que c'était de toute façon, j'ai toujours eu le tempérament. Donc, j'avais envie de créer. De toute façon, quand on me disait à la fac, même en fac de droit, vous voulez faire quoi? Je disais, moi, je veux créer. Alors, on me dit, mais ça veut rien dire. Oui, bah, désolée, mais voilà. En tout cas, c'est comme ça que je voyais le truc. Donc, j'aurais pas eu de clé entrepreneuriale. J'aurais fait sans doute autre chose parce que on ne sait pas, j'aurais peut-être pas hébergé des Indiens chez moi, j'aurais peut-être pas eu cette idée-là en particulier, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais eu cette initiative-là, peut-être que je l'aurais fait dans une entreprise plutôt que de le faire toute seule, c'est aussi possible, pourquoi pas. Après, j'avais un fort besoin de me frotter à la réalité et de savoir ce que je savais faire valait sur le terrain. Je pense simplement que j'aurais été plus longue sur certains aspects. Je pense probablement, notamment sur ce qui est modèle économique, donc toujours cette rubrique rémunération du business model GRP ou du source de revenus pour le business model Canvas ou volume, enfin peu importe, en tout cas cette notion chiffre et projection, je pense que si je n'avais pas eu ça et ces outils pour me poser là-dessus, je l'aurais probablement fait, de l'à peu près, quoi. Ça, on connaît bien chez les entrepreneurs de l'à peu près. Et aujourd'hui, pour les accompagner dans leur stratégie chiffre, on connaît très bien cet à peu près. Mais probablement que j'aurais pas fait les choses pareil parce que j'aurais peut-être pas décelé des choses, j'aurais peut-être pas rencontré, et surtout, et ça c'est encore plus important, je n'aurais pas rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et ça, c'est hyper important. Je n'aurais pas fait le master entrepreneuriat. Je n'aurais pas rencontré la maître de master, en l'occurrence, qui a créé ce master, Madame Crémer. Je profite pour lui faire un coucou. Je n'aurais pas rencontré mes copains qui ont créé des entreprises. Et pourquoi je dis des copains? C'est parce qu'en plus d'être des entrepreneurs, ce sont devenus des amis. Je n'aurais pas créé de partenariat non plus avec ses amis. Enfin bref, humainement et de façon générale, j'aurais certainement pas été à l'endroit où je suis aujourd'hui. Et je pense sincèrement que je n'aurais pas accompagné des entrepreneurs dans leur gestion financière et leur modélisation de business chiffres. Donc, ça a joué un rôle déterminant pour moi. Ça m'a éclairé sur un nouveau monde. Et j'en finirai avec ça. Je ne suis pas synthétique, mais ça va éclairer sur cet écosystème, et en l'occurrence bordelais, de création. Et de se dire que oui, il y a des initiatives et il y a plein de gens en fait qui sont dans cette mentalité-là. Et je me suis épanouie dans cet écosystème puisque moi-même, je souffrais de ne pas être dans une case. Puisqu'à chaque fois qu'on voulait me mettre dans une case, j'en sortais. Donc, cet écosystème m'a aussi libérée de ça et m'a fait voir qu'il existait autre chose. Donc, j'en serais probablement pas là aujourd'hui, pour sûr. J'aurais fait autre chose, je pense, différemment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'accompagnement, il y a énormément de dispositifs qui sont en place. On parle de la BPI, on pourrait parler des chambres de commerce, les CCI. Vous avez frappé à la chambre de CCI, vous dites voilà, vous faites offrir un programme de cours adapté, peut-être même gratuit. C'est leur mission. Ces gens-là sont des collectivités locales et sont là pour revitaliser les territoires. Donc, ça fait partie de leur mission. Si je parle de la chambre des métiers, il y a le dual, il y a la chambre d'industrie, il y a la chambre des métiers, pour les gens qui vont dans l'artisanat ou des choses comme ça. C'est la même logique. Il y a les chambres d'agriculture aussi qui sont là. Donc, toutes ces chambres, toutes ces collectivités, c'est nos impôts qui sont là pour nous apporter, à nous, les créateurs, qui avons des envies, des besoins en compétences, en éclairage, pour être accompagnés. Et puis, il y a d'autres dispositifs. Il y a le modèle associatif, notamment dans l'entrepreneuriat féminin. Je ne sais pas s'il y a des jeunes filles qui sont… mais bon, on voudrait beaucoup plus de jeunes femmes parce qu'elles sont un petit peu en sous-nombre. On voudrait beaucoup de jeunes femmes dans la création d'entreprises et il y en a de plus en plus et c'est heureux, notamment en Nouvelle-Aquitaine, qui est une région très dynamique sur ce sujet. Et là, il y a beaucoup de dispositifs qui accompagnent les jeunes filles qui se lancent dans l'entreprise, notamment
Je pense à des associations comme les Premières ou autres qui sont voilà, des gens qui bénévolement apportent des dispositifs, des programmes pour qu'on s'y inscrive et qu'on soit accompagné et ils connectent des compétences au bon moment, juridiques, comptables, etc. Voilà. Donc, l'accompagnement existe. Donc, créer, c'est pas créer seul. J'apprends des autres, mais c'est parce que je ne suis pas seul. C'est une histoire, c'est une aventure humaine. Ça a été dit et redit. C'est certainement pas une aventure d'auto-entrepreneur. Ça, c'est autre chose. Voilà, il ne faut pas confondre les choses. Et il y a beaucoup d'aides. Et on dit, mais je ne l'ai pas vérifié, que pour le financement, qui est la galère de tout le monde, Agathe nous a expliqué qu'elle n'était toujours pas comptable, expert comptable, mais je suis persuadé qu'elle a appris ce que c'était une trésorerie et que être Oui. maîtrise de sa trésorerie, c'est maîtrise d'un zéro constant et non pas d'une dette ou d'un gain. Tout Voilà, à il ne fait. faut pas thésauriser, mais il ne faut pas devoir de l'argent. Donc, c'est ça. Bah, déjà, si tu as appris ça, c'est extraordinaire. Voilà, cash flow, cash in, cash out, tu sais ce que c'est maintenant. Oui, Et ça, c'est pas encore l'expertise comptable, mais c'est fondamental quand on est créateur tout à fait. d'entreprise que de connaître toutes ces petites choses-là. Et effectivement, j'apprends, je ne suis jamais seul. C'est ça qu'il faut retenir. J'ai un moment de solitude, je prends mon téléphone, j'ai un réseau, il y a toujours quelqu'un qui aura une idée et du temps à donner parce que c'est une aventure et ça reste une aventure humaine. Et on fédère autour des histoires et des aventures humaines. Au-delà du produit, du service qui travaillait d'ailleurs. Souvent, les gens rallient parce que lui, je l'aime bien, quoi. Voilà, j'ai envie d'être dans son aventure. Ça marche comme ça. Autre question dans le chat. Donc, Alec demande aussi si vous avez pu bénéficier du statut jeune entreprise universitaire. Jeune entreprise universitaire ou jeune entreprise innovante. Alors, non, moi, personnellement, je ne connais pas forcément ce statut, mais est-ce que vous connaissez ou vous avez pu en bénéficier? C'était prévu d'aller le chercher. Et ouais, alors moi, pas du tout, parce que jeune entreprise universitaire, pour le coup, moi, avec le statut étudiant-entrepreneur, ça me suffisait. Et après, en fait, je suis sortie du cursus parce que j'ai fait ça en fin de cursus. Donc, je suis pas allée le chercher parce que j'avais déjà cette partie-là. Et après, innovante, concernant mon projet, moi, il n'y avait rien d'innovant au sens de ce statut-là, qui concerne notamment, alors pas que, mais en l'occurrence, qu'il y avait un zoom très porté sur les innovations technologiques à ce moment-là. Donc, je ne suis pas allée le chercher pour la simple et bonne raison qu'avec tout le meilleur pitch du monde qu'on puisse faire, mon projet n'était pas du tout innovant au sens entrepreneurial, start-up ou de la BPI de ce statut. Il n'était pas éligible, on va dire, à des critères de lecture, voilà, ce qui n'enlève rien à la qualité de ton projet, mais il n'était pas éligible dans ce critère-là. Voilà, ce n'était pas l'innovation en ce sens qui était recherchée pour, en tout cas pour ce titre-là. Du coup, de notre côté, on avait prévu d'aller chercher ces statuts-là une fois l'entreprise créée. Okay. Ouais, on a la précision d'Alec qui dit que c'est vrai que jeune entreprise innovant et c'est pas la même chose au final que le statut universitaire, comme vous avez pu le dire. Tout à fait, oui. Et pour continuer un peu la discussion, bon Agathe, aujourd'hui, on a compris que ton aventure s'était un peu arrêtée vis-à-vis de ça. Nathan, toi, ça continue? C'est l'aventure de ce projet-là est arrêtée. Mais par contre, je suis encore dans une entreprise, enfin dans une start-up où j'adhère au projet dès le début de la création de l'entreprise en tant que salarié. Et le but, c'est de devenir associé avec les fondateurs. Et du coup, je me charge de toute la partie technique de cette entreprise tout en ayant une vue sur tout le reste de l'avancement. C'est pas moi qui m'en charge, mais j'ai la vision, j'ai ce qui se passe, je sais où ça en est à tout moment, je sais les difficultés. Et je me charge de la partie technique. Et du coup, comment ça s'est passé, par exemple, Agathe, la fin de l'aventure? Comment tu l'as vécu et comment ça s'est passé en général pour toi? Alors en fait, pour faire assez simple, décembre 2019 déjà, j'avais une fatigue, comme j'ai eu dit lors d'une des questions, mentale et physique. Et j'accompagnais du coup des entrepreneurs en même temps que je faisais moi mes propres affaires entre guillemets. Et donc à ce moment-là, je me suis dit ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui là tu es dans cette impasse-là? Donc je reviens au raisonnement. Ok, l'argent, ok, l'anticipation, d'accord, le business model, ok.
qu'est-ce qui te manque pour faire les choses bien? Les chiffres, d'accord? Qu'est-ce que tu préfères faire? Être dans ta logistique ou accompagner des gens? Bah, franchement, accompagner des gens au quotidien, ça me plaît. J'aime me lever le matin pour accompagner des gens plus que pour un quotidien de vendeuse. OK, donc juste, on va mettre en stand-by 30 secondes l'entreprise, donc qui s'appelait Iridis. Je mets Iridis en stand-by et là, je me recentre et je me dis: «OK, j'ai besoin d'avoir un peu plus de stabilité, donc je vais chercher un boulot», d'accord? J'abandonne pas par contre ce pourquoi, j'ai fait ça, donc accompagner des gens, que ça soit en France, en Inde, où en fait finalement, ça avait pas vraiment d'importance. Mais en même temps, je vais me muscler sur, ce que j'ai identifié, dans mon saut personnel, si on peut dire, comme une faiblesse, à savoir, les chiffres. Donc, quoi de mieux que d'aller postuler dans un cabinet d'expertise comptable où à l'origine, je ne travaillais pas dans celui dans lequel je suis là, parce que en fait, j'ai fait 2 cabinets. J'ai postulé dans un cabinet qui était un pôle conseil, en me disant, comme je ne peux pas vivre de mon activité, que je suis en état de stagnation totale et que je ne veux pas m'emprisonner dans une dépendance financière, je vais garder mon entreprise en seconde activité et prendre une activité principale. Ça, c'est toujours aussi pareil, une des choses que beaucoup d'entrepreneurs se disent, c'est assez difficile à faire. Pourquoi pas, mais en l'occurrence, c'est un peu dur. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai postulé au cabinet. Pareil, comme on disait tout à l'heure, ils m'ont pas du tout prise pour mes compétences parce que c'était un cabinet ultra classique, la moyenne d'âge était de 45 ans. Moi, je suis arrivée, j'avais 23 ans, quoi. Enfin, voilà, oui, 22 ans et des brouettes. Donc vraiment, pas une grande fille et encore moins sur le marché du travail, quoi. Et ils m'ont pris parce que j'avais justement le fait j'avais des projets pour développer le pôle conseil. Il y avait plusieurs pôles, juridiques, plusieurs pôles mais il y avait un pôle conseil et moi, je suis arrivée avec un projet sur la table. En disant: «Voilà, moi, je postule, par contre, je veux bien être au pôle conseil, je veux bien que vous m'appreniez, mais par contre, moi, je vois qu'il y a un potentiel là, il y a un marché là et j'aimerais aller le chercher». Donc ils m'ont dit: «D'accord». Et puis là, petite anecdote, il y a eu le Covid, enfin, ou la Covid. Donc il y a eu la Covid, donc là, paf, terminado, en fait, la casquette gestion de projet où j'étais du coup chargée de projet au niveau du sud-ouest pour le coup, ça a été mis en stand-by total. J'ai pas eu le temps d'être chef de projet plus de 3 semaines que du coup le Covid a su m'expliquer que c'était pas le bon moment. Et à partir de là, j'ai été mise au chômage partiel total et puis après, en activité dans ce cabinet-là. Et pour diverses raisons, j'ai décidé d'en partir parce que la Covid a fait naître des besoins en termes d'accompagnement qui nécessitaient, vu le type de clientèle qu'ils avaient, des compétences ultra techniques. Typiquement, on me demandait de faire de l'audit, enfin bon, bref, des corps de métier qui n'étaient pas du tout les miens. Et en fait, je n'avais pas le temps d'apprendre. Et là, en fait, il fallait que j'ai le profil technique. Donc, j'ai dit, bon, bah, je ne l'ai pas. J'ai voulu faire un master, repartir en études financières. Je ne voulais pas lâcher le morceau. J'ai dit, bon, bah, tant pis, je vais aller faire un master et puis on y va. Puis là, en fait, ma manager, et à très juste titre, m'a dit, en fait, Agathe, on n'a pas le temps. Là, c'est une crise sanitaire mondiale. Il nous faut juste quelqu'un qui sache faire une valorisation d'entreprise. Et du coup, bah, j'ai pris mes bagages et j'ai dit, bon, bah, au plaisir de se voir plus tard. Et j'ai fini par arriver dans le cabinet. Et donc, entre toutes ces péripéties-là, j'ai compris que je voulais vraiment m'intéresser davantage à l'accompagnement des entrepreneurs et que finalement, ça me permettrait peut-être aussi ces compétences-là, parce que des idées d'entrepreneuriat, j'en ai plein. Des idées de création d'entreprise, j'en ai plein dans la tête. Et en particulier une qui se mûrit et qui se mûrira certainement longtemps. Je me suis dit qu'avoir ce corps de métier aujourd'hui, ça me permettait d'aider des autres en attendant de ne pas pouvoir le faire moi. Ce n'est pas du tout une frustration. Ma place est d'abord d'aider les autres et plus tard, quand le moment viendra, de me servir de ces compétences pour repartir à zéro sur un autre projet. Voilà, en gros, la transition. Super, merci pour toutes ces précisions. Du coup, si vous avez des questions dans le chat, là, c'est le moment de les poser. On va pas tarder à rendre la liberté à nos intervenants. Déjà, j'aimerais remercier tout le monde dans un premier temps, donc tous ceux qui ont pu participer à cette conférence. Donc Dominique, Agathe et Nathan, merci aussi à votre participation et à nous avoir fait confiance. Faut savoir que tout ça est né d'un projet à l'école où on devait organiser une conférence et puis pareil, en se posant des questions comme toi Agathe, on se disait est-ce qu'on peut faire ça, est-ce que c'est possible de faire ça, et à chaque fois on n'avait pas les bonnes réponses et du coup on en est venu à ce live Twitch. Donc c'est une première pour tout le monde. J'espère que ça s'est
plutôt bien déroulé dans l'ensemble, malgré les différents problèmes d'audio au début. Je remercierai aussi Delphine Falcoz du PMI Nouvelle-Aquitaine, qui nous a été d'une très grande aide au niveau de la communication et au niveau de l'élaboration de ce live. Et côté saisie, plus particulièrement Salomé aussi. Salomé qui a beaucoup travaillé avec nous pour la communication et qui nous a fait profiter du réseau saisie pour proposer ce live à un grand nombre de personnes. Et également tout le groupe qui a pu travailler avec moi sur ce live. J'espère que ça vous a plu, déjà dans un premier temps. Et puis j'espère que ceux qui sont présents dans le live ont pu trouver des réponses à leurs questions. Si vous avez un dernier mot à dire, je vous laisse l'antenne. Et puis après, bon, on va arrêter le live. Simplement, je pense vous remercier de nous avoir surtout conviés et de nous avoir fait confiance pour nous laisser parler tout ce temps. En espérant que ça a pu peut-être éclairer d'autres personnes ou en tout cas répondre à des questions, peut-être même que ça a fait émerger des questions, ce qui est très bien aussi. En espérant que chacun y ait trouvé un moment agréable, convivial et des éléments de réponse quels qu'ils soient. Voilà, au plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, merci pour l'invitation. Et en termes de conclusion, osez. Allez-y, hein. Il n'y a rien à perdre. C'est la meilleure conclusion qu'on pourrait avoir. Et petit point en plus, oui, pour les survivants du chat, on va vous envoyer un forms qui sera donc disponible dans le chat, qui est tout simplement une enquête de satisfaction avec quelques questions pour savoir comment vous avez trouvé le live, l'organisation, etc. Nous, ça nous permet d'avoir un retour sur notre travail et puis après par rapport à l'école. Et puis pourquoi pas partir vers un webinaire numéro 2, comme nous dit Alec. Pourquoi pas, c'est une possibilité. Voilà. Donc merci à tous, bonne soirée et peut-être à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous.